C'est commencé là hein? Non. Non, tu le sauras parce qu'en fait, t'as une façon de super bien, tu vois. Ouais, je sais. Parce que moi, je n'ose pas dire. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Un Sale Temps spécial aujourd'hui, puisqu'on vous propose à nouveau un format interview, histoire de parler des films directement avec ceux qui les font. Pour ce numéro, ils sont dans les starting blocks, prêts à dégainer leurs questions. On retrouve Stéphane. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Julien. Salut Julien. Salut Clémence. Et puis aux manettes, celui qui contrôle absolument tous les micros de ce studio. Salut Alain. Salut tout le monde. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, non pas un, mais deux invités. Duo de choc du cinéma d'horreur français, ils sont inséparables depuis 2007. C'est cette année-là qu'on les a découverts avec À l'intérieur, un film qui avait fait partie de la sélection de la Semaine de la critique à Cannes. Ils remettent le couvert en 2011 avec Livide, Aux yeux des vivants en 2014 et Leatherface en 2017. Aujourd'hui, ils viennent nous parler de leur dernier long métrage, The Deep House. Bonjour Julien Maury. Bonjour Clémence. Et bonjour Alexandre Bustillo. Bonjour. The Deep House, donc, c'est l'histoire de Tina et Ben, un couple passionné d'urbex, l'exploration de lieux construits puis abandonnés par l'homme. Pour alimenter leur chaîne YouTube et faire un maximum de vues, ils décident de plonger au fond d'un lac et de s'aventurer dans une maison engloutie sous les eaux, une maison aussi mystérieuse qu'angoissante. Alors ce film, vous l'avez réalisé, mais vous avez aussi écrit le scénario, comme presque tous vos autres longs métrages. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette revisite sous-marine du grand classique de la maison hantée ? Bah écoute, tout simplement, Julien et moi, en fait, pour voir vraiment l'affaire basique, on se pitch continuellement des idées. C'est-à-dire qu'on adore traîner, marcher longtemps et se pitcher des idées improbables. Et c'est venu comme ça au cours d'une promenade, comme ça, sans but, dans Paris. Et puis on se quitte comme ça, et on parle tout le temps de cinéma en fait. Et on se dit, putain mec, on adore les films de maison hantée, et on adore les séquences sous-marines dans les films. On adore l'univers marin et sous-marin, ça nous passionne depuis toujours. Et on se dit, putain, t'imagines un film d'horreur de maison hantée, mais sous l'eau. Puis on se dit, ah mais grave. Et donc tu vois, tout est venu en fait, tout a découlé d'un coup en trouvant juste cet amalgame de deux univers assez antagonistes sur le papier. On a tout de suite eu le titre. Tout de suite on s'est dit, oh ouais, puis on appelle ça La Maison Profonde, The Deep House, bam. Et le soir même en fait, on grattait un pitch de 3 lignes. On prenait un plongeur dans une banque d'images qu'on collait sur un fond d'une photo d'urbex, justement. On a mis un filtre un peu water par-dessus. Truc bidon, hein, vraiment bricolé à l'arrache. Et juste avec ça, du coup, le lendemain, on avait un producteur, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a présenté à Clément Miseret, qu'on connaissait un petit peu. Et le mec, mais tout de suite, sur ces 3 lignes et cette photo, mais bricolée à l'arrache, nous dit, bah, ouah, j'adore, on y va. Alors qu'on n'avait même pas de scénar, hein, tu vois. Et donc, après, on a pu écrire le scénario, etc., développer le film normalement, mais avec déjà un producteur, ce qui est vraiment un grand luxe. Donc, c'était une idée qu'on a exploitée tout de suite et qui a porté ses fruits immédiatement. Donc, on est plutôt chanceux. Qu'est-ce qui vous a... pourquoi ça a fonctionné comme ça, en fait, à votre sens, en fait ? Moi, j'ai ma petite théorie, en fait. C'est-à-dire par rapport au Ce producteur. mélange, en fait, de thématiques de la maison hantée et d'univers sous-marin aquatique. Qu'est-ce qui a fait que les deux ont aussi bien collé, en fait ? C'est juste le côté inédit pour vous, ou il y avait autre chose ? Nous, je pense qu'il y a, oui, effectivement, ce côté inédit. Le fait aussi qu'il n'y ait jamais vraiment de film intégralement sous l'eau. Nous, tout de suite, c'est ce qu'on voulait faire. Quand on l'a présenté à Clément, en fait, nous, on lui disait, mais mec, par contre, on peut peut-être y revenir après, mais c'est 100% sous l'eau. On voulait faire vraiment un film qui commençait directement dans la plongée et sans dialogue, c'est-à-dire avec des plongeurs équipés de détendeurs classiques, ce qui t'empêche de parler, et qui communiquent que par le langage de plongeur. Ça va, le langage des plongeurs qui est très complexe, hein, tu vois. On avait Donc c'était avec des sous-titres avec des sous-titres, sous-titrés.
évidemment, là, c'était un peu trop high concept pour un producteur, ce qu'on comprend largement. Donc, on est revenu à quelque chose de plus classique. Mais je pense que, tu vois, je ne saurais pas te dire pourquoi ça marche ou si ça marche pas à l'arrivée. Nous, ça nous excitait tout simplement et on trouvait que la combinaison des deux était assez inédite, tout en restant, tu vois, dans un entre guillemets, un chemin balisé de film d'horreur, mais qu'on voulait un peu rendre plus original avec cette approche inédite visuellement, en tout cas. En fait, je me permettais de vous poser cette question-là parce que je trouve que pour moi, c'est une des réussites du film. C'est que justement, l'univers sous-marin induit forcément une imagerie un peu éthérée qui évoque justement les apparitions spectrales, les fantômes, etc. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à... moi, ça m'a frappé en fait à plusieurs moments dans le film, mais notamment, par exemple, t'as ces chandeliers en fait qui flottent dans l'air ou les tissus aussi où t'as l'impression que c'est un peu habité et tout, où je me suis dit, de fait, en fait, même sans l'intervention d'un élément surnaturel, en fait, tu te retrouves plongé littéralement, sans mauvais jeu de mots, donc dans un truc qui évoque en fait l'imagerie du fantôme, de la présence invisible en fait, du haut truc. C'est pour ça en fait que je vous posais cette question-là en fait, parce que il me semblait en fait que oui, effectivement, il y avait quelque chose qui était profondément logique là-dedans. Profondément sans jeu de mots aussi. Mais je vois que j'ai fait un four monumental, donc continue peut-être. Non, pas du tout. Moi, je valide ces jeux de mots-là. Peut-être, en fait, pour continuer aussi, il y a la question de fabrication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, c'est un film qui est tourné en anglais. Ouais. Ce qui est bon, vous avez déjà fait des films en anglais, mais à la base, j'imagine que vous vouliez le tourner en français. Muet, dans cette logique-là. Hein, on voulait le tourner muet. En muet, c'est vrai, oui, bien sûr. Mais pourquoi, du coup, d'un seul coup, comment ça se retrouve en fait dans ce type de fabrication, ce qui est quand même un peu encore rare en France de faire des films français, c'est français. Ouais, mais en fait, tourné en anglais avec des acteurs mis à mi-chemin, etc. Donc, quelle est la logique de prod derrière, en fait en fait, la logique, elle est toute simple, hein. C'est-à-dire que donc nous, comme le disait Alex, on a travaillé avec une société qui s'appelle Radar et qui est dirigée par Clément Miseret. Et en gros, ils avaient déjà fait ça, c'est-à-dire des films 100% financés en France, mais qui ont la gueule de films anglais, quoi, ou américains, comme par exemple The Secret de Pascal Laugier, tu vois, ou Ghostland. Et du coup, il a eu raison, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours cette défiance du public français vis-à-vis du genre français. Et mine de rien, quand il arrive avec un film avec Jessica Biel et qui ressemble à un film américain, et ça s'est ressenti dans les entrées, quoi. Et même en termes de budget, j'imagine, du coup. Et en termes de budget, évidemment, c'est-à-dire que d'un coup, le film devient exportable, devient exploitable à l'international. Donc c'est une logique en fait de production qui est tout à fait recevable dans un contexte un peu difficile de production en France. Nous, quand ils nous présentent ça, nous en fait, faut savoir qu'on est toujours en discussion avec les producteurs. On n'est jamais en opposition. Donc nous, quand ils nous présentent son plan, on lui dit ouais, bien sûr, ok, pas de problème. Mais nous aussi, on veut, on veut s'y retrouver. On a envie que ce soit en France. Donc du coup, c'est pas 100% anglais. Il y a du franglais. Enfin, ça parle français, ça parle anglais dans le film, et on joue là-dessus sur les incompréhensions et tout. Donc et puis ça faisait sens, quoi, pour l'exploitation du film, parce que c'est un film, c'est un concept. Donc du coup. Le film il s'est vendu partout sur la force du concept, tu vois, juste une maison hantée sous l'eau, ça excite l'imaginaire tout de suite, et donc ça c'est alors nous pour le coup c'est pas du tout pour nous du calcul ou du cynisme, hein, tu vois, comme t'as dit Alex, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de faire du brainstorm d'idées, du ping-pong de croisements improbables, et donc on cherche pas ce qu'appellent les Américains le hook, tu vois, qui nous disent souvent, ils nous disent ok, mais c'est quoi le hook pour le public, tu vois, page turner, exactement, tu vois, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un autre film d'horreur, ou tu vois, donc nous c'était une démarche qui était sincère, mais dans les faits qui est rentré dans ce cadre-là, c'est-à-dire que tout le monde a fait ah ouais, génial, tu vois, c'est pour ça qu'on l'a, voilà, et Jason Blum l'a acheté avant que le film soit terminé, que Universal l'a acheté aussi tout de suite, parce qu'il savait que ça avait un potentiel, quoi. Et du coup, l'arrivée du coup des dialogues, enfin le fait que vous ayez quitté ça, c'est arrivé aussi, c'est le producteur en fait qui vous a dit non mais on arrête les bêtises. Ouais. c'est passé comment? Enfin les bêtises, non, parce que c'était hyper alléchant, quoi. Ouais, pour nous aussi, mais là tu vois, pour le coup, très vite s'est posé la question de la faisabilité. Avant même de parler de dialogue ou pas, on s'est assis avec Clément à une table et il nous a dit bon les gars, moi j'ai fait 40 films, je sais faire des films entre guillemets
normaux. Et par contre, celui-là, je sais pas comment on le fait. Nous, on avait plus ou moins déjà réfléchi avec Julien, donc tu vois, on lui a dit c'est simple, Clément, on construit une maison sous l'eau et puis on met des mecs dedans, quoi. Je veux dire, où est le problème? Tu vois, ça, évidemment, c'est faisable, mais ça a un coût, évidemment. Donc on savait très bien que pour le coup, tu vois, nous, tous nos films jusqu'à celui-là, on était au maximum en termes de budget à 2,5 millions, 2,6 millions à peu près. Y compris les Leatherface. Les Leatherface, c'était encore moins. Les Leatherface en coût de fabrication. Alors, ils annoncent, faut savoir, par exemple, quand les Américains annoncent un budget comme ils l'ont plus ou moins annoncé sur les Leatherface, entre 6-7 millions de dollars, c'est un budget bidon. C'est-à-dire que c'est un budget, déjà, les mecs, ils gonflent un peu les trucs. Dessus, les prods vont se prendre plus de la moitié, voire les 3/4 du budget en salaire. Vous prenez encore un quart chacun, nous, donc on ça prend reste de la merde. je te jure. On peut dire nos salaires sur les Leatherface, parce que le fait est qu'avec Julien, on est plutôt, c'est plutôt une bonne affaire de nous engager, c'est qu'on n'est pas payé double, c'est qu'on divise nos salaires par deux. C'est qu'on divise le salaire. Il y a des mecs qui font, quand sur leur premier film, qui gagnent mieux leur vie que nous, parce que nous, on demande pas forcément plus qu'un réal lambda seul, mais sauf qu'on divise la paye, quoi. Donc on est plutôt abordable. Ça, les gars, maintenant. Ouais, mais bref, tout ça pour dire que tu vois, les Leatherface, en coût de fabrication, on était à 1,5 million de dollars. C'est-à-dire qu'on n'avait rien, mais on n'avait que dalle. Donc, et pareil pour Aux yeux des vivants qui a coûté 1,3 million, etc. Donc c'était plutôt dans des petits budgets. Et là, évidemment, on savait très bien, pertinemment, d'entrée de jeu, que c'était pas faisable ce film avec 2 millions, voire 2,5 millions. Donc Clément, lui, il me dit, moi les gars, je peux lever un peu plus, c'est-à-dire on est à l'arrivée à 4,6 millions. C'est quand même une belle plus-value, on a presque doublé nos budgets, ce qui n'est pas négligeable pour nous. Mais évidemment, c'est une contrepartie. C'est comme l'a dit Julien, tu vois, lui, il est là aussi, c'est pas un mécène, il est là évidemment pour faire du business, et c'est tout à fait normal et compréhensible. Et nous, on n'est pas là pour lui faire perdre de l'argent. Nous, on n'est jamais là pour se rentrer en conflit avec les producteurs, sauf si ça devient extrême. Ils coûtent pas cher, ils sont là pour faire gagner de l'argent. Sauf évidemment sur les Leatherface. Tu vois, où les Leatherface, on s'est battus, mais comme des chiens, quand on a vu comment Millennium nous enculait et nous traitait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les mecs nous répondaient même plus, nous fermaient la porte au nez, nous ont menti. Et là, par contre, on devient des pitbulls, c'est-à-dire qu'on lâche pas le morceau. Mais c'est pas du tout notre but à la base. Mais quand c'est pas fair play, tu vois, dans la façon de faire, on s'énerve. Et donc, bon, bref, tout ça pour dire qu'on savait qu'on allait avoir besoin, entre guillemets, de beaucoup d'argent, c'est assez conséquent, 4,6 millions d'euros. Et donc cette concession, c'était avoir une scène d'intro au sec, parce que lui, en tant que producteur, il était persuadé qu'il fallait avoir une identification avec les personnages. On pouvait pas, c'était trop expérimental, trop high concept, parce que nous, c'était l'homme et la femme sur l'ébauche du truc. Tu vois, il n'y a pas de prénom. Il dit, les gars, on peut pas avoir deux silhouettes en tant que héros. Et donc, je veux un peu plus de scènes au sec pour justement les présenter, avoir plus d'identification, plus d'empathie après pour eux, etc. Donc tout de suite, et voilà, comme je te disais, notre but, c'est pas de se braquer. On a dit, déjà, on trouve un mec qui, sur la foi d'un pitch, nous dit, moi, ça me penche, on y va. Donc, on n'avait pas tout saboté, parce qu'on va faire un truc, tu vois, ultra high concept qui aurait intéressé peut-être 2 personnes. Et je pense qu'à l'arrivée, il a eu raison. Tu vois, vraiment. Je pense sincèrement que le film aurait été vraiment trop expérimental, 1h30 sous l'eau sans dialogue. Je pense qu'au bout de 40 minutes, on perdait la moitié des spectateurs qui disaient, ouais, ça aurait été cool en moyen, ou métrage, voire court-métrage tout court, mais... Et donc, à l'arrivée, on est très content. On n'est pas du tout frustré, en tout cas, d'avoir renoncé à l'idée de base du film qui était d'être sans dialogue. Et on s'y est retrouvé vraiment artistiquement, quoi. C'est-à-dire, on ne s'est pas senti du tout violé ou mal considéré, comme on l'a été, par exemple, sur les Leatherface, où là, vraiment, les mecs font aussi du business, mais sans vraiment prendre soin des gens. Alors que Clément, c'est un peu un producteur américain, vraiment, dans l'esprit, c'est-à-dire le mec peut foncer sur un coup de cœur, sans se prendre la tête à attendre des autorisations, des trucs comme ça, comme le font les Ricains, finalement. Mais sans le mauvais côté des Américains, c'est le mec, il a une vraie humanité, qui fait qu'il peut imposer, voire des choix de production, qui peuvent t'avérer très brutaux, comme ça, sur le pas de pied, mais avec un sens du dialogue qui fait que, en fait, voilà, on est entre gens de bonne compagnie et ça se passe bien finalement. Tu vois, nous avec Julien, on peut tout entendre. Le seul truc qui fait la différence, c'est le ton sur lequel on nous parle. Tu vois, après, on peut entendre tout ce qu'on veut. Regarde, tu vois, Steph, enfin un exemple très concret, non mais, non, mais vraiment, ça fait depuis qu'on fait des films que tu n'aimes pas ce qu'on fait, mais
ça n'a jamais, tu vois, ça a jamais empiété sur nos compte, relations. Alors, il faut peut-être préciser. Parce que c'est l'art et la manière de présenter les choses. Et nous, on peut tout entendre avec Julien, mais vraiment, sans déconner. Hein. Tu peux insulter ma mère si tu le dis bien. Ça passe. Je rigole. Mais justement, là, en fait, c'est vrai que pour préciser aux auditeurs, nous on se connaît depuis 25 ans maintenant. Ouais. Hein, même Julien, je le connais depuis 20 ans, hein, sur les bancs de l'ESRA, quoi, à l'époque. Quoi. C'est vrai ça. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, dans les mêmes promos. Ouais. Et en gros, c'est vrai que depuis le début, moi j'ai jamais vraiment. Enfin, moi je vous aime vous, mais j'ai jamais vraiment aimé vos films, quoi. Ceci dit, bon, je trouve qu'on est plus ou moins d'accord. Non, mais parce qu'il y a un petit côté, il va y avoir un petit côté probablement good cop, bad cop, en fait, dans cette émission, quand on va rentrer un peu dans le nerf de la guerre, quoi. Et par exemple, Clémence a beaucoup aimé le film. Moi, j'adore Clémence. Moi, j'ai que pour la voix de Clémence. Voilà. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que les auditeurs ne le savent pas forcément, ceux qui débarquent. Oui, c'est vrai. On se connaît très bien. Voilà, on se connaît très bien. Du coup, parlons un peu du film en soi. Moi, je voulais parler d'un point déjà spécifique, et là, je pense que c'est lié aussi à, au budget et ce que vous aviez comme ambition par rapport à l'idée de faire le film, c'est que du coup il est tourné et là je vais utiliser le terme simili found footage, c'est-à-dire que c'est du found footage, c'est-à-dire qu'il y a en fait une grosse partie qui est en fait c'est des caméras puis une troisième caméra les caméras des plongeurs plus une troisième caméra qui est un drone en gros. Il y a quand même des plans qui ne le sont pas. Par exemple, la scène d'intro, enfin pas la scène d'intro, mais juste après le générique, en fait, quand elle est dans sa salle de bain. Ouais. Donc j'imagine que l'idée, c'était quand même de pouvoir tourner autant que vous pouviez tourner et vous en sortir avec le plus, en fait. Mais moi, j'ai le problème que quand on me dit que c'est un fan footage, sans me dire que c'est un fan footage, tout en étant un fan footage quand même, du coup, je me perds un peu dans la mise en scène. Parce que pour moi, c'est quand même, ça indique un cadre qui est censé être très cohérent et qui se perd, je trouve, dans votre film. Mais voilà, maintenant que c'est dit, moi, pour le coup, je suis pas trop d'accord avec ça. J'ai des réserves aussi sur le film, mais moi, j'ai justement envie, parce que je pense que c'est... Bon, je sais en fait que ça arrivait un peu plus tard, en fait, ça, l'idée du found footage, en fait, dans la conception du film, c'est pareil, ça a été dû aux contraintes budgétaires, non? C'est ça, plus ou moins? Ce que j'ai cru comprendre, mais... moi, je pense qu'on va plutôt écouter Clémence. C'est intéressant, en fait, de savoir, parce que c'est pas votre idée à la base, quoi, en fait, non? Si, bien sûr. En fait, non, le truc, c'est que évidemment, nous, notre première idée, elle était très conceptuelle, comme l'expliquait Alexandre. Et donc, c'est ces deux plongeurs on était dans l'action plongée avec eux tout de suite, vraiment. Et donc, en found footage. Ouais. D'accord, ok. Ah oui, c'était dans le jeu. C'était ça, en fait. C'était vraiment retrouver ce côté ultra... Il y a les détracteurs, hein, mais ça peut aussi être ultra flippant. Il y a un côté qui nous séduisait là-dedans. On s'est dit, putain, du found footage avec juste des lampes torches comme ça, dans le noir, sous l'eau. Il y a quelque chose qui peut vraiment super bien marcher. Ensuite, le truc, c'est que on s'est donc rapidement posé des questions techniques, tout simplement, de se dire, ok, on va accrocher les caméras sur les masques. Donc, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Est-ce que ça va pas être trop shaky tout le temps? Est-ce que ça va pas être dur à suivre? Donc on a rajouté donc cette caméra de poing, puis le drone qui est arrivé ensuite, qui lui, pour le coup, on l'a tout de suite pensé comme un outil, en fait, justement pour poser la narration. C'est-à-dire, on s'est dit, celui-là, il va nous servir pour faire des plans larges qui vont situer l'action, qui vont nous permettre géographiquement de pas perdre le spectateur, quoi. Et donc, notamment, de bien voir où on est, dans les pièces, dans les couloirs, de les voir s'enfoncer, de faire, ok, d'accord, ils vont par là, etc. Et puis de la plus-value. C'est-à-dire à un moment donné avoir un beau plan de la maison sous l'eau, parce que c'est quand même, vous l'avez construit ce truc, quoi. Donc, exactement, ouais. Ouais, alors justement, moi je voulais vous en parler de cette maison sous l'eau. Donc le tournage a été réalisé en Belgique, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il y avait des spécificités. Tourner sous l'eau, ça implique des mesures de sécurité? Non, aucune. Non. Non, mais notamment quelque chose auquel on peut ne pas penser, mais les pièces n'avaient pas de plafond, c'est ça? Ouais. C'est ça. En fait, ça faisait partie des trucs auxquels on a dû. Enfin, c'est-à-dire que tout a été imbriqué en termes de fabrication. C'est-à-dire que encore plus que sur un tournage habituel, la déco avec la lumière, et la sécurité qui est venue se greffer là-dessus, ont influé sur vraiment la construction des décors. Donc oui, il y avait pas de plafond. Au mieux, on avait des morceaux de plafond.
donc qui nous permettait quand même de faire des plans un petit peu en contre-plongée, parce que l'idée c'était d'éviter au maximum les contre-plongées pour pas avoir à tout reconstruire en VFX après. Et donc on avait quand même quelques angles, tous les angles étaient faits, donc ce qui nous permettait d'avoir un peu de latitude. Et puis on avait parfois des toiles tendues qui donnaient un peu l'illusion du plafond, quoi. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi des recoins où il faut cacher des bouteilles de sécurité, des bouteilles d'air, des recoins où il faut cacher les plongeurs sécurité qui doivent rester sous l'eau, donc dans les pièces de la maison en même temps que les comédiens. Donc oui, ça a été surtout compliqué les moments où dans le film, je vais faire attention de ne pas spoiler, mais en gros il y a... Nous ici on spoil, hein. Alors donc il y a des fantômes, il y a des voilà, mais qui sont vraiment incarnés, c'est-à-dire que nous pour ce film on voulait faire tout en vrai, on voulait vraiment ce sentiment totalement viscéral de ce que peut représenter une plongée, et donc ça participait de ça aussi, de faire des fantômes pour de vrai. Et donc on a dû prendre des apnéistes. Et donc les jours où il y avait les apnéistes, ça devenait très 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 militaire en termes d'organisation, puisque il y avait pour chaque apnéiste il y avait 2 plongeurs sécu en surface, donc apnéistes eux aussi, plus des plongeurs sécu en bouteille sous l'eau pour les surveiller. Les apnéistes, certains, on va pas rentrer dans le détail, donc restaient sous l'eau, et donc on leur donnait donc de l'air entre les prises, donc ils attendaient l'action, ils enlevaient l'air, ils jouaient la prise, ils reprenaient l'air, ils restaient sous l'eau en permanence. Donc ce qui implique aussi ne pas être trop long dans notre préparation et dans notre reset de chaque scène, parce que eux, mine de rien, même si l'eau elle est chauffée, ils se refroidissent, parce qu'on ne pouvait pas cacher de combinaison trop épaisse sous leur costume, etc. Et on avait des apnéistes qui, plus jeunes, et qui, pour le coup, eux, devaient faire un vrai travail d'apnéiste, c'est-à-dire monter en surface, replonger à chaque prise, et donc entraînés par un plongeur, on la met en place, hop, elle joue sa scène, on la remonte en surface, etc. Donc, ça faisait partie de la manière de penser le film, quoi. Mais du coup, en racontant tout ça, on en revient un petit peu sur la façon de le filmer, et l'idée en fait finalement du found footage, ça semble plus simple aussi, parce que ça demande finalement une mise en scène entre guillemets moins travaillée, puisque on accepte plus facilement que ce soit plus cru, quoi. Évidemment, mais c'est surtout aussi que tu vois, sous l'eau tu doubles tout par 3, c'est-à-dire le temps de tournage. Donc, vous avez tourné, il y a combien de jours on a tourné en 33 jours sous l'eau, donc ce qui est rien. On avait tourné à l'intérieur en 35 jours pour donner un ordre d'idée, donc tu vois, la moindre comédie française, un plan de travail, c'est 40-45 jours. Nous, on a fait le film avec le sec compris en moins de 40 jours. Avec 5 jours au sec pour la première bobine. Le reste, on a perdu des jours de tournage à cause du premier confinement, sous l'eau. On en a perdu 2. Mais donc, pour revenir à ta question, Steph, sur la mise en scène et cet étrange mélange conceptuel entre le found footage et la prise de vue classique, c'était voulu d'entrée de jeu. C'est-à-dire que Juju et moi, on est... moi je pense peut-être encore plus que toi, mais moi c'est un sous-genre ultra décrié, mais que j'adore, le found footage. C'est-à-dire que moi depuis Cannibal Holocaust et Blair Witch, je suis fasciné. Je sais, alors toi c'est l'antithèse, hein. Non, après moi j'aime bien Rec. Mais je comprends. Ouais, voilà, Rec c'est chef-d'œuvre. Oui, mais Rec en fait, mais j'aime bien Rec parce que ils ont compris les règles aussi du truc, et ils ont... Non, mais bien sûr, on est d'accord là-dessus. Mais en tout cas, moi, dans l'absolu, c'est un sous-genre qui bizarrement m'attrape. Pourquoi t'aimes ça autant? Je pense que c'est justement, et j'y crois plus, tu vois, c'est juste un côté d'identification et d'être projeté dans le truc. C'est d'un coup, tu vois, j'y crois plus. Tout bêtement, tu vois, tout de suite, alors que même à n'importe quel nanar, tu fais mon footage, putain, il y a un côté, on brise le 4e mur qui fait que je suis dedans, et que tu vois, j'ai l'impression vraiment beaucoup plus d'être immergé, comme tu vois, par exemple. Donc quand tu vois une vidéo sur YouTube avec un mec qui se prend un coup de pied dans les couilles, tu sais que non, mais par exemple, les vidéos de fantômes à la con sur YouTube et tout, moi c'est les trucs qui me font le plus flipper, les trucs captés au portable à l'arrache. Avec Julien, on les traque, ce genre de vidéos, parce qu'il y a vraiment des trucs mais super flippants. Bref, tout ça pour dire que ce sous-genre, en tout cas, on l'apprécie, on l'a choisi économiquement, parce que si on a tourné en tout à 4 caméras, ce qui est plutôt pas mal. Nous, on a fait nos 3 premiers films à une seule caméra. On a eu 2 caméras pour la première fois de notre vie sur les Orfès. On attendait qu'à 2 caméras. On était là, waouh, c'est génial, 2 caméras. Kendisha, pareil. On n'avait pas d'équipe B tous les jours, mais quand même, on a tourné majoritairement à 2 caméras. Et là, on se retrouvait avec un dispositif où il fallait... Parce qu'on savait que notre temps de plongée allait être limité, que ça allait être bordélique, qu'il fallait aller faire vite sous l'eau. Parce que la prépa était tellement dingue. C'était tellement une inertie longue, tu vois, un truc à mettre en route, qu'une fois en position de combat de tournée, il fallait ramasser le plus de rush possible. D'où ces multiples points de vue. Et si chacun de ces points de vue avait été
tu vois, celui d'un format classique de cinéma, c'est-à-dire un caméraman avec tout ce qui induit en tant qu'équipe derrière, tu vois, tout ce qui induit en tant que, c'est-à-dire un assistant cam, etc. Là, on explosait notre budget. C'était impossible d'avoir autant de techos, de techniciens sous l'eau. Donc très vite, on s'est dit, bah ouais, c'est du found footage, comme on vous le disait dès le début. Mais aussi, on avait envie que ça soit pas que du found footage. Alors, on a essayé ce format un peu bâtard de prise de vue classique, avec ce début, tu vois, qui mélange justement le cinéma, entre guillemets, dit classique et le found footage. Un peu ce qu'avait fait déjà en son temps Grégory Levasseur sur Pyramide, c'est-à-dire c'était un vrai mélange de found footage et de prise de vue classique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, c'est pas le débat, tu vois, mais c'était déjà une sorte de parti pris un peu bâtard. Et ce qu'avait plus ou moins fait déjà Aja indirectement avec Frank Calfoun, c'est aussi pour ça que nous on tenait absolument que ce soit Baxter, d'autres monteurs qui montent le film. C'est ce qu'ils ont fait finalement aussi sur Maniac, où t'as ce principe du found footage, entre guillemets, qui est du high, tu vois, qui est du point de vue des yeux d'Elijah Wood, mais c'est un concept qui, dès la première scène, inique. C'est-à-dire que le mec, il fait un raccord dans l'axe, tu vois, il est dans sa voiture, il cligne des yeux, et après, tu vois, il est là. Tu vois, donc, et là, tu dis, ah ouais, mais c'est ce côté-là, ok, on va faire un truc, mais aussi... à un moment, s'en libérer aussi un petit peu. Alors, ne pas être esclave du système. La libération dans certaines scènes, je peux comprendre encore une fois, mais c'est vraiment, je me pose cette question qu'il y a des moments de mémoire, hein. Après, maintenant, vous connaissez mieux le film que moi, évidemment, mais des moments où je me disais, mais attends, le drone, il était là-bas, puis d'un seul coup, il est dehors, tu vois, ou alors... on ressort jamais de la maison. Alors, il était au-dessus, puis d'un seul coup, il est en dessous, tu vois, enfin, c'est des trucs où en fait, c'est des petits moments comme ça, où on sent que, bah, en fait, finalement, vous êtes servi, enfin, en tout cas, le monteur, Baxter, s'est peut-être servi de ce qui semblait plus on était là tous les jours avec lui, hein, donc... c'est vraiment... Non mais pendant 6 mois. On a vécu avec lui. À qui revient le choix, c'est pas la question. C'était vraiment en fait de dire voilà, à un moment donné, il y a des moments où d'un seul coup on se perd dans la topographie, on va dire, des 3 caméras. Et que en fait on a l'impression que puisque ça on sait que c'est le plan du drone, puisque l'autre est mort, puisque bidule, que machin, tout ça, je sais pas quoi, tu vois. Donc du coup c'est là où tu te dis tiens, mais en fait la caméra elle est un peu où elle veut, quoi. Si tu veux, un peu omnisciente. C'est ça que je me disais. Mais après bon, ceci étant dit, c'est important aussi de préciser cette chose là vis-à-vis du found footage, et peut-être on passera ensuite à autre chose si vous avez des trucs à rajouter. Ce qui fonctionne vraiment pour moi dans le film, c'est le fait que vous tourniez justement tout en dur au final. C'est-à-dire que la vraie plus-value du film, c'est au bout de 20 minutes on est sous l'eau, on ne sortira plus jamais, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, enfin, on sort, il y a une petite surprise dans le générique de fin pour ceux qui veulent voir, mais vraiment il y a l'idée que vous assumez complètement le truc, quoi. Donc ça fonctionne aussi à cause de ça, quoi. Moi j'aurais quand même rajouté un truc sur le found footage. Je suis très étonné en fait que ce soit dès le début, parce que j'ai aussi vu une espèce de refus aussi du found footage. Je veux dire par là que le found footage se définit aussi par des plans qui sont de fait en caméra portée systématiquement, avec une espèce de mélasse visuelle en fait au bout d'un moment. Enfin, je pense que pour toi, Alex, c'est pas de la mélasse visuelle, mais enfin voilà, moi c'est comme ça que je le perçois dans les plus mauvais. Et en fait, je me suis dit aussi, ils se sont permis aussi ça parce qu'ils sont sous l'eau. C'est pareil, c'est la même chose que pour la maison hantée en fait. Alors je vois peut-être des parallèles là où il y en a pas en fait initialement, mais je me suis dit en fait sous l'eau, n'importe quel opérateur caméra, qu'il soit professionnel ou amateur, en fait, t'es un steadicammer, c'est-à-dire que t'as de fait un mouvement de caméra qui va être extrêmement fluide, qui va pas être saccadé, tu ne vas pas être dans un rapport de marche et tu vas avoir des travelling en fait en permanence. Et je me suis dit, je pense qu'ils se sont aussi permis ce format de filmage là aussi parce qu'ils savaient qu'au final ils auraient une image et des cadres en fait qui seraient relativement comment vous dire, posé, quoi. Enfin, je sais pas comment le définir autrement, quoi. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on a fait des tests avant. On a tourné un court-métrage pour préparer le tournage. Et donc, on a testé des textures, on a testé des lumières, des couleurs pour voir comment ça ressortait. Et on s'est rendu compte de ça tout de suite. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais putain, en fait, on est totalement libre de faire des mouvements qui sont improbables, qui se font que dans l'animation ou alors en pur CG. Et donc, effectivement, de faire des 360 qui passent dans tous les recoins d'une pièce et tout, et en étant extrêmement fluide et très souple, quoi. Donc oui, évidemment, t'as raison. C'est-à-dire que c'est que j'en parlais un petit peu tout à l'heure du côté justement shaky qu'on voulait éviter. Mais c'est en fait c'était aussi d'entrée de jeu notre manière d'envisager le film. C'est-à-dire que même dans la partie au sec, en fait, donc on a une mise en scène traditionnelle, classique. Et qu'on ponctue déjà, on l'entrecoupe de petits morceaux, dont on voit ce qu'ils sont en train de filmer, quoi. Et donc pour nous, c'était une manière justement d'habituer déjà le spectateur un petit peu
se mettre pour pas que ce soit trop violent. Le moment du passage sous l'eau, ça y est, c'est found footage, et donc il y a ce sentiment de 2 films en un avec une rupture et tout. On voulait vraiment que ce soit beaucoup plus fluide que ça. Donc et pour autant, on avait vraiment un découpage et une mise en scène, quoi. C'est-à-dire que on avait beau avoir toutes ces caméras, mine de rien, tu vois, on avait des plans dont on avait besoin pour la narration. Et ça, c'était aussi super compliqué parce que nos comédiens devaient jouer, mais en plus devaient cadrer. Oui. Donc c'est-à-dire que nous, au micro, on leur disait, attends, lève le menton, là, on voit rien, on voit pas tes mains. Ah, ok, là c'est bon, là on voit ce que tu fais et tout. Non, tilt, tu vois, machin, tourne la tête à gauche, tu inclines et tout. Et donc des fois, ça donnait des trucs un peu bizarres, mais nous, à l'image, ça rendait bien. Et c'était donc on avait ça, on avait, tu vois, des scènes qui étaient storyboardées, on avait, tu vois, c'était pas genre allez on va emmagasiner de l'image, ce sera un film de monteur, pas du tout, tu vois, on savait vraiment ce qu'on voulait, donc des fois c'était du coup un peu compliqué, mais en tout cas ça faisait partie du processus, quoi. Ah, justement, je me demandais en fait comment vous aviez bossé avec Baxter, quoi, là-dessus, puisque tu parles de film de monteur, quoi, parce que moi j'ai quand même eu la sensation parfois en fait que vous aviez emmagasiné des blocs comme ça, et qu'il y a une partie en tout cas de la mise en scène et du découpage qui avait été faite en post-prod en fait, en fonction de ce que vous aviez pu récupérer, engranger en fait dans des sessions de tournage. J'avais l'impression que c'était assez conceptuel en fait dans le tournage, où vous engrangiez des séquences entières et après vous remontiez et vous... Ah mais c'est exactement ça, Julien. C'est-à-dire que nous, on est arrivé sur le tournage, donc comme disait Julien, en se préparant au maximum. Donc on a déjà, parce qu'on n'avait jamais tourné sous l'eau, donc on a tourné un court-métrage sous l'eau, pour vraiment donc s'habituer à l'élément et pas arriver comme des novices. Et après, en fait, avec notre chef opérateur Jacques Ballard, on a fait des prévises, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a construit numériquement la maison sur un logiciel de prévise. Et comme ça, après, on a découpé tout le film avec lui dans sa cave pendant des jours et des jours, en disant qu'est-ce qu'il nous faut vraiment comme plan, etc., etc. Donc, on a fait vraiment tout le film avec ce storyboard animé. Et après, pour s'en dédouaner un peu, tu vois, lors du tournage, c'est un peu toujours ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on prépare beaucoup notre découpage en amont avec Julien. Et après, on ne se sent pas forcé de le suivre, mais on l'a si jamais, déjà pour avoir une intention pour l'équipe, pour communiquer avec l'équipe, parce qu'évidemment, tu vois, avant chaque plongée, on avait aussi des maquettes en dur de la maison et des pièces avec des Playmobil en guise de plongeur pour refaire les trajets, leur dire les gars, vous faites ça, vous passez là, la sortie elle est là, nanana, les bouteilles d'oxy elles sont là, nanana. Tu vois, donc c'était une grosse prépa. Mais après, comme tu dis, une fois qu'on était lancé, on tournait comme des oufs. C'est-à-dire qu'il y a certaines journées, on faisait 7 heures de rush. Ouais. Donc, ce qui est... c'est énorme. Il faut savoir, voilà, que les auditeurs peuvent se dire, c'est quoi, c'est normal. Ouais. C'est pas normal, enfin, c'est beaucoup, beaucoup. Généralement, une caméra fait entre 45 minutes et 1 heure de rush par jour. Donc, tu vois, nous, généralement, on se retrouvait sur quasiment tous nos films, soit avec 1 heure de rush quand on avait qu'une caméra, soit 2 max quand on avait 2 caméras, comme sur Les Orfesses, par exemple. Et là... on avait 7 heures de rush, évidemment, et là, Baxter, il croulait littéralement sous les rushs. Donc, c'est-à-dire que nous, pendant qu'on tournait, on avait son assistant à côté de nous, qui déjà faisait un premier dérushage pour déjà écrémer. C'était un peu, on l'appelait le chercheur d'or. C'est-à-dire, le mec, il recevait 7 heures de rush d'un coup. Dedans, il y avait 6h30 non exploitables, tu vois, de mecs qui se veulent, d'un mec qui, enfin, tu vois, parce que c'est un bordel de se tourner sous l'eau. Mais le mec, il devait écrémer, et tout ce qui était mortel, c'était rentrer dans un bin, tu vois, voilà, ça tu gardes, et après Baxter passait par-dessus. Surtout quand on avait pas de script au début. On avait, comme des malades, on s'est dit, viens, on tourne sans script, on s'est dit, ouais, ça sert à rien, mais bizarrement, alors que d'habitude, le script, c'est notre merde. Mais c'est la première fois, mais je te jure, au bout de 3 jours, on a fait, une script, vous avez fait ce choix, c'est vachement étonnant. Bizarrement, ouais. Nous-mêmes, on s'est étonnés en se disant, alors pourtant, c'est l'importance de la script, du script en tout cas. C'était pas tout à fait notre choix, c'est-à-dire que... Ah, c'est vrai que c'était... C'était un petit peu le directeur de production qui nous a dit super, on a un film qui est atypique, donc on va pouvoir rogner sur plein de trucs, la coiffure, les scripts, tu vois, et donc le maquillage et tout. Le son surtout, parce qu'on n'a pas fait le son direct. Oui, c'est une autre question aussi que j'avais, mais oui. Et donc du coup, donc il était tout content d'avoir fait toutes ces économies, sauf qu'effectivement, au bout d'une semaine, on a commencé à l'appeler au secours et à dire non mais là c'est pas possible, on rentre trop de rush, les moments qui nous plaisent, tu vois, qui les note, quoi, tu vois, qui les cercle sur 7 heures, tu vois. Non mais si là il y avait un plan on pense qu'il va nous servir, tu fais. Donc du coup passes ta nuit à le scanner. C'est ça, quoi. Donc du coup ils nous ont alors justement oui aussi, parce que c'est le truc aussi, c'est que vous avez donc ils ont des masques et donc ils parlent
au final, contrairement à ce que vous vouliez initialement, qui laissent voir une partie de leur visage. Alors, peut-être qu'on peut parler aussi de la recherche du masque, parce que ça, c'est aussi tout un bordel. Enfin, alors, on se connaît, enfin, on a tous la vis en tête, et à quel point ça va être un bordel, en fait, d'avoir un système pour voir les trucs. Et moi, l'autre truc, c'est que du coup, la voix est totalement décorrélée de ce qu'on voit de l'image. C'est-à-dire que tu peux être en post-synchro tout le temps, tu pourrais quasiment refaire tout un film. Et du coup, c'est aussi, c'est aussi une question aussi que je me suis posée, en fait, en regardant le film. Je me suis dit, mais quelle quantité en fait de réécriture des dialogues vous avez faite en post, en fait, parce que... Assez. Bah oui, j'imagine que c'est conséquent. Mais c'était à la fois un luxe, c'est un piège. Ah ouais, pourquoi un piège? C'est un peu un piège parce que en fait, tu te retrouves avec un terrain à défricher de nouveau, alors que mine de rien, t'es timé. C'est-à-dire que nous, on avait quand même un calendrier de post-production à respecter. Mais attends, vous avez dit tout à l'heure 8 mois de montage? Non, j'ai mal entendu. Non, j'exagère. On a monté de juillet, c'était un peu les vacances, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, on a fait 4-5 mois. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas mal, hein, quand même. Oui, c'est bien. Hein. Mais on aurait pu encore monter des semaines et des semaines. Et en fait, les dialogues n'ont pas foncièrement trop changé par rapport à ce qu'on avait écrit, mais on pouvait en tout cas, comme tu dis, les ajuster, les changer à loisir, parce qu'il n'y avait pas de labial, tout simplement. Donc, en ce qui concerne les masques... Ça n'empêche pas, tu sais, Yann Moix... oui, c'est vrai, il retouche tout, lui. C'est un cinéman. Donc, excusez-moi, les gars. Ah, ça, c'est vrai. Et les masques, en fait, on n'avait évidemment pas l'argent pour en designer à nous, entre guillemets, comme on pu faire les mecs sur 47 Meters Down. On fait des masques qui sont absolument pas des masques praticables, mais des vrais masques de cinéma pour voir l'intégralité du visage. Mais ça, pour les gens qui ne connaissent pas, 47 Down, c'est un huis clos sous l'eau avec des plongeuses. Je crois que c'est deux meufs avec qui sont avec des requins en fait qui les entourent. Elles sont bloquées en fait dans une. Voilà, et donc elles ont des masques intégraux qui sont bien larges sur les côtés où vraiment tu peux shooter, avoir vraiment l'expression du visage sous tous les angles. Et nous, en fait, non, on n'avait pas les moyens de faire ça, ni le temps. Et donc, en fait, on a juste acheté les masques. C'est des masques de vrais plongeurs, des Ocean Reef, tu vois, pour leur faire un peu de pub, et qu'on trouve partout. Même le drone, le drone, on l'a acheté. C'est un high bubble, mais par contre, qu'on a désossé. C'est-à-dire qu'il était coqué, mais très moche, tu vois, une sorte de triangle orange dégueulasse, tu vois, avec une couleur flashy pour que les mecs le voient sous l'eau, c'est normal. Bien sûr. Nous, on le trouvait visuellement immonde, donc on l'a carrossé, on l'a désossé, on l'a pimpé pour le transformer comme il est à l'image à l'arrivée. Mais après, le casting de masques, nous, ce qu'on voulait pas, justement, c'était éviter les faux masques, tu vois, où vraiment, tu dis, ils sont dans des bulles, etc., comme dans 47. Et donc, c'était une bénédiction de trouver ces masques qui pour nous, faisaient la blague. C'est-à-dire, on voyait pas la bouche, donc ça nous arrangeait, parce qu'on savait très bien qu'on allait avoir tout à refaire en post-production, et on avait aussi ce luxe de pouvoir refignoler un peu certains trucs. Et avoir par contre assez de visuels sur leurs yeux qui allaient être le moteur principal. Que vous avez éclairé aussi, non? Enfin, oui, par contre, on les a bricolés, les masques. C'est-à-dire qu'on leur a mis... Il y a un rhum de LED. Il y a un rhum de LED qu'on a mis au-dessus des yeux, évidemment. Les masques ont été retravaillés, bien sûr. Pour justement, comme tu dis, pour éclairer les visages. Mais dans l'absolu, ils sont pas du tout inédits au film. Et alors, comment ça se passe de diriger des comédiens, des comédiennes sous l'eau? Vous étiez pas sous l'eau avec eux, vous étiez... Au sec, peinard. James Cameron mes fesses, hein. On n'a pas le même degré de plongée de James Cameron, hein. Tu sais que les assurances nous empêchaient de plonger. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Ah bah bien sûr. Nous on a demandé, c'est le premier truc, mais. D'accord. Vous êtes plongeurs, en fait, il faut. J'en ai déjà fait, mais loisir. J'en ai fait 3 ans à la Vendou, mais on n'a pas de degré. Tu sais, c'est comme les arts martiaux. Oui, non, mais je connais. Des putains de degrés quand même. Ouais. Non, en fait, pour plonger dans le bassin, en fait, effectivement, c'est un bassin de tournage, donc qui avait ouvert 1 an avant qu'on y arrive. Donc c'est le plus grand bassin de tournage d'Europe. Donc c'est en Belgique, en banlieue de Bruxelles. Et en fait, c'est un bassin qui fait 9 mètres de profondeur et donc qui est donc équipé pour les tournages. Et donc tout le fond du bassin, donc c'est une grille, donc c'est-à-dire que tout le plancher remonte comme un ascenseur jusqu'à fleur d'eau. Et donc ce qui nous permettait d'amener les décors construits par des grues et les poser, les remonter, les patiner. Et nous, ce qui nous permettait aussi de répéter dans les décors vraiment au sec. Donc nous, ça c'était la première phase vraiment de la direction d'acteurs, c'est-à-dire c'était déjà les déplacements. Et donc parce qu'évidemment, sous l'eau, on n'a plus du tout les mêmes repères. Et ça paraît une évidence, mais ne serait-ce que les déplacements d'un plongeur qui est donc à l'horizontale avec les palmes, il fait 2 mètres de long. Donc même une femme, c'est
plus de 2 mètres. Et donc, du coup, tu te déplaces pas de la même manière dans une pièce quand t'es allongé que quand t'es debout. Et ça, c'est des choses qu'effectivement, on avait besoin de voir sur le set, quoi. Et donc, de se déplacer vraiment physiquement dedans. Et ensuite, nous, oui, on était au sec, donc c'était très étonnant au départ parce qu'on était très très peu en surface. Toute notre équipe était dans l'eau, donc on était un peu dans un énorme bâtiment au bord de la piscine, tous les deux devant tous nos écrans parce qu'on avait des retours en temps réel de toutes les caméras. Plus des caméras de sécurité qui sont placées partout pour pas qu'il y ait d'accidents évidemment. Et en gros, on avait un système en fait de micros. On avait 2 micros. On avait un micro qui donnait sur des haut-parleurs sous-marins qui nous permettaient de parler à l'équipe. Donc aux accessoiristes, aux machinaux, là où on donnait des indications tout simplement comme sur un tournage normal, sauf qu'avec une inertie énorme. C'est-à-dire que nous avec Alex, on est hyper actifs en général et on est toujours sur le plateau, on parle à nos comédiens, on bouge le décor, on voit avec le chef-op comment on peut optimiser les choses. Et là, on était un peu frustrés au départ avant de trouver quand même une routine de travail. Mais en gros, là, tu demandes de déplacer un chandelier. T'envoies au micro et tu fais là, le chandelier, il faut le bouger. Et donc, tu fais OK, j'y vais. Et tu vois, t'as le mec qui part et qui parle, mais hop, il arrive, il fait comme ça. Il fait non, plutôt de l'autre côté. Comme ça. Non, l'autre gauche. Bref, il y a un truc qui est c'est horrible. Pareil pour les particules, pour la densité de l'eau. Nous, on voulait selon les pièces une différente densité. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est envoyer les particules. Donc, je retrouve avec un mélange de terreau, de choux de Bruxelles mixé et tout. Et là, tu fais c'est bon, là, c'est nickel. Et le temps qu'ils arrêtent, tu fais ouais, OK, on arrête et tout, hop. Et le temps qu'ils arrêtent, il y en a beaucoup trop. Donc, faut attendre que ça redescende au sol. Mais quand c'est au sol, faut pas palmer trop près du sol, sinon ça redécolle. Enfin, bon, bref. Et donc, il y avait tout ça à anticiper. Et on avait donc le deuxième micro qui nous permettait cette fois de parler juste à nos comédiens. Donc là, ils avaient donc un masque qui était équipé et d'un micro et d'une oreillette. Et donc, on pouvait leur parler directement à eux. Et donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire à la fois des indications de jeu, mais aussi des indications de cadrage. Il faut qu'on voit ce que vous voyez, littéralement. Donc, des fois, avec des grosses triches où on orientait la caméra vraiment dans une autre direction que celle du regard parce qu'on avait besoin d'un plan quand il palme. Évidemment, t'as la tête qui regarde plutôt vers le sol. Donc, nous, voilà, on changeait les axes caméra et tout. Et c'était un peu fastidieux parce que évidemment parler dans un micro tu t'entends pas bien, tu dois articuler, t'es tout le temps en train de dire non, il faut que tu fasses, tu vois, donc parler un peu comme alors que revoilà la sous-préfète. Exactement, quoi. Et c'est trop ça, quoi. Et donc non, mais c'est vrai, on s'est rendu compte qu'il y avait des voix qui passaient pas et c'est attends, on comprend rien, donc ils étaient obligés de se regarder l'un l'autre pour communiquer avec nous, pour nous faire des signes. Et donc, pour qu'on les ait à l'image, quoi. Enfin bon, bref, voilà. Donc, tout en sachant qu'ils devaient retenir leur respiration pendant qu'on leur parlait. Parce que respirer sous l'eau, c'est très bruyant. Donc, le mec était... Ok, d'accord. Pas d'explication trop longue. Il fait une vraie tirade. Alors les gars, au début c'était ça. On leur parlait pendant des plombs. On fait après tu vas faire ça, puis tu vas faire. On entendait des reprises de respiration. On fait pardon. Mais pour vous nerveusement ça va être pénible. Enfin je veux dire bouger sur un plateau, montrer, mimer l'action à un acteur et tout. C'est un exutoire. Toi ça te permet aussi en tant que non mais c'est exactement le truc et tout quoi. Et donc j'imagine que là c'est quand même c'est la guerre des nerfs quoi. C'est la guerre des nerfs, mais en fait très vite on s'est aperçu aussi qu'on avait rien à faire sous l'eau. C'est-à-dire que, évidemment, on n'avait officiellement pas le droit de plonger, mais on l'a fait. James Cameron, là. Mais je sais pas, moi je sais même pas ce qu'il fait, James Cameron. Non, mais je veux dire par là que, tu vois, on avait... tu vois, c'était un petit bassin, entre guillemets, c'était 21 mètres sur 21 mètres, d'accord. Et c'était un chantier, en fait, en permanence, ce truc. C'est-à-dire, tu avais de la machinerie, de l'électricité, des techniciens de partout, de la sécu de partout, parce qu'il y avait énormément de sécurité, des plongeurs sécu, on était blindés de... Donc, c'était une grosse foire, ce bassin. Et nous, avec Julien, en tant que metteur en scène du film, il fallait qu'on coordonne le tout. Et coordonner le tout, ça se faisait à la surface avec ce qu'on allait filmer, évidemment. Donc, il fallait qu'on soit devant nos écrans de contrôle. Sous l'eau, on n'aurait strictement servi à rien, en fait. Tu vois, évidemment que sur n'importe quel tournage, soit il y a un de nous deux qui est toujours proche de la caméra ou qui cadre, ou l'autre qui est au combo, et puis on est les premiers, on fait nous-mêmes la déco. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Même les Américains, ils nous disaient, mais arrêtez, c'est pas votre travail. Mais c'est comme ça qu'on fait depuis le début. C'est-à-dire qu'on met les mains à la pâte, on touche les trucs, on touche tout, on refait la déco, tu vois. Quand ça nous plaît pas, c'est nous qui bougeons les trucs. On est tout le temps au cul du chef-op. Des fois, c'est même nous qui secouons le chef-op. Enfin, tu vois, on est très physique. Et même nous qui secouons les acteurs hors champ. On n'est pas du tout... C'est là où les mecs avaient un peu halluciné sur les Orfès. Parce qu'il faut savoir que généralement, les réalisateurs américains sont dans le vidéo-village, ce qu'on appelle un vidéo-village, c'est-à-dire une tente où tu as les retours vidéo et tu es assis et puis tu regardes tes écrans.
Et quand ils ont vu qu'on sortait du vidéo village pour venir sur le plateau pour reboucher des trucs, ils nous regardaient, fait qu'est-ce qu'ils font? Bah, on fait comme on a toujours fait. Et effectivement, là, on pouvait pas le faire. Donc, c'était très frustrant au début, mais très vite, après, tu vois, cette frustration, en fait, c'était un des facteurs de ce tournage hors norme. C'est-à-dire s'asseoir sur le côté, bah putain, on peut pas aller au contact des acteurs, on peut pas leur souffler dans l'oreille, mais vas-y, fais comme ça. Et puis remets-moi ce cap comme ça. Et tu penses que ça a eu un impact sur le résultat final, toi, du coup franchement, Julien, j'en sais rien. Je sais pas, mais en tout cas, c'était la façon de faire la mieux, en tout cas, parce que sous l'eau, on serait allé sous l'eau faire ce qu'on aurait fait au sec, mais moins bien, tu vois, pour communiquer. Sous l'eau, déjà, c'est impossible, hein, tu vois, entre deux plongeurs, là, pour le coup, c'était galère. Et donc, ce système de micro, c'était ce qu'il y avait finalement de plus efficace pour nous, tout en contrôlant 4 écrans de contrôle en simultané. Parce que mine de rien, il faut quand même avoir tu vois, quand t'es comme ça, pour essayer de choper tes rushs, voir ce qui se passe. Et finalement, c'était la meilleure façon de procéder. C'est évident. Enfin, moi, je pense. J'aimerais bien qu'on parle des fantômes, en fait, de l'aspect fantastique du film, parce qu'on a beaucoup parlé de l'aspect, plongée, quoi. Non, mais c'est très intéressant, mais justement, en fait, c'est un vrai film d'horreur, en fait, à proprement parler. Et bon, toi, je sais que t'es plus comme moi, t'es un gros bourrin qui aime bien le cinéma d'action, tous ces trucs-là, quoi. Donc voilà. Et alors qu'Alex, pas du tout. Tu vois, je sais que t'es un mec sensible qui aime l'horreur. Mec, c'est ce que j'ai revu il y a 2 jours, American Warrior 2 déjà. Voilà. Excuse-moi. Tu triches, il y a du gore. Non, mais voilà, il y a ce côté très Non, mais toi, depuis que je te connais, je sais qu'aussi t'as une énorme culture fantasticophile. Voilà. Assumez, les gars. C'est bon. Avançons. Mais je sais que c'est vrai qu'Alex a une énorme culture fantastique, parce qu'on en parlait énormément en fait quand on était plus jeune. Il me passait plein de cassettes, de trucs espagnols et tout, quoi. Et du coup, je me demandais en fait comment vous vous êtes posé cette question en fait sur la façon de représenter les fantômes dans votre film, par rapport à éventuellement vos références. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais bon, après, on en reparle. Mais je voulais quand même avoir votre avis, en fait, sur le côté, voilà, on fait un film qui est en anglais, qui est quand même à destination internationale, et il y a quand même quelque chose de très français, je trouve, en fait, dans vos... en tout cas, très européen. Et moi, c'est mon gros regret, en fait, sur le film, c'est que je trouve qu'on est vraiment sur des rails, en fait, là-dessus, mais peut-être que c'est quelque chose que vous assumiez, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, merde, ils sont là-dedans, ils sont dans ce contexte et tout, et je me suis dit, surtout qu'il y a une référence à Lovecraft et tout, et je me suis dit, ils vont creuser un peu, ils vont chercher quelque chose, et finalement, j'ai trouvé ça... je suis désolé, mais très convenu en fait. Je me suis dit, ah putain, là-dessus ils vont pas me surprendre, quoi. J'aurais pas de truc qui va me secouer, quoi. Mais j'aimerais bien qu'on entende Clémence. Non, mais en plus, Clémence, il y a des trucs super intéressants à dire sur l'utilisation mais justement, du genre, c'est intéressant en fait, de savoir effectivement comment vous l'avez appréhendé. Mais en fait, on l'a appréhendé comme le décor, c'est-à-dire que on savait d'entrée de jeu qu'on allait pas avoir 15 millions, 20 millions d'euros pour faire ce film. Oui, bien sûr. Ça déjà. Et donc déjà, faut y penser tout de suite. Excusez de pas avoir foutu Cthulhu, quoi. Non, parce que c'était pas notre but non plus. Non, il a jamais été question. Mais vraiment, il a jamais été question pour nous, justement, malgré cette petite référence à Lovecraft. Que tu vois, seuls les mecs un peu pointus vont souligner. C'est gentil, merci. Non, vraiment. Non, parce que tu vois, dans l'absolu, il y a plein de gens qui vont non, mais peu importe. Et donc c'est vrai que pour le mec qui entend ça, pour moi, putain, il va y avoir Cthulhu, quoi. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a une promesse. Il y a une promesse de, comment dire, de sortir de certains référents très classiques. C'est-à-dire que Lovecraft, c'est pas le même fantastique que Léo de Hurlevent, quoi, tu vois. Non, bien sûr. Mais attends, juste pour finir là-dessus, juste pour le côté la menace. Allez, je t'attends. Non, mais on avait comme volonté, en tout cas, Julien, c'est très simple, on voulait aussi, tu vois, que notre menace soit aussi palpable et physique et incarnée que notre décor. C'est-à-dire qu'on voulait, tu vois, dans le film, une fois qu'on rentre dans la maison, il n'y a pas de CGI. Le seul élément CGI, c'est le poisson, chat qui suivent. Tu vois, qui est plutôt pas mal. Ouais. Et le reste, c'est 100% dur. Nous, par exemple, tu vois, sauf les plafonds. Si on veut prendre, on a très peu rajouté en numérique parce que toi, en scope, ça nous a aussi beaucoup aidé. Mais alors, tu vois, un exemple très concret. Regarde, devant moi, j'ai une affiche parce que effectivement, Steph, on s'est beaucoup battu sur même à Mad et tout, mais en toute amitié, hein, même avec toi, Julien, sur des films, on s'est écharpé sur. Tu vas dire, non, j'aime pas, t'es nul, mais qu'est-ce qu'il aime des tours mortels, ce blaireau, j'adore, ce chef-d'œuvre, etc. C'est que toi qui te rappelles de terreur. Il y a plein de gens qui me demandent encore si tu signes d'ailleurs et que tu considères que, comment il s'appelle, Jonathan Lee Bassman est le Carpenter de demain. J'en suis un peu revenu. Merci.
Je me suis, c'est vrai, un peu excité. Mais par exemple, voilà, nous, par exemple, on s'est... mais je pense qu'il y a un tronc commun dans notre cinéphilie commune. Évidemment, bien sûr. On aime tous James Cameron, on aime tous Sam Raimi, et on aime tous Guillermo del Toro, des mecs comme ça, des intouchables, Peter Jackson, etc. Mais par contre, tu vois, moi, en termes de référence, un des plus beaux films de maison hantée récents, c'est Crimson Peak, tu vois, qui est, moi, c'est pas mon Del Toro préféré du tout, mais par contre, je trouve que le film, visuellement, c'est, tu vois, le bâtard, quoi. T'as le château, enfin, la maison, elle est incroyable, c'est un décor en dur. Moi, à chaque fois que le film, je le revois plus pour son décorum, son production design, que l'histoire qui est finalement très belle, hein, mais qui est pas non plus révolutionnaire. Mais par contre, le seul truc, moi, qui m'a toujours fait chier, mais de ouf, sur ce film, et je me suis dit, mais pourquoi un mec aussi intelligent que Guillermo del Toro a fait ce choix artistique qui, pour moi, est non-sensique, c'est justement son spectre. C'est-à-dire que qui sont en CGI, c'est-à-dire que, putain, moi, je trouve le design du spectre mortel, dans l'absolu, tu vois, un peu décharné, sanguinolent, qui sort de la salle de bain. Il n'est pas en CGI, hein. Alors, je sais que c'est un vrai... Non, c'est un vrai acteur, mais qui a été retouché. On parle des ajouts. Ouais, voilà. Et qui fait que tu les sens. Alors que tu dis, putain, mais moi, je vois que ça. Et du coup, ça me sort du truc. Alors que, à mon humble avis, hein, il aurait mis un personnage physique comme il a toujours fait finalement sur le labyrinthe de Pan, où tu vois, ça bouge pas. Il y a du CGI aussi, hein, dans les deux. Oui, mais alors pour le coup, je trouve que c'est peut-être mieux géré. Tu cherches là-dessus, Alex. Non, mais bien sûr, mais tu vois, je trouve qu'il est trop visible. Et pour moi, c'est tu es en train de tourner une créature. Complètement la conversation. Non, attends, il a envoyé une torche à James Cameron, maintenant à Del Toro. Non, pour te dire que pour nous, voilà, c'était ce qu'on voulait éviter, ce côté créature retravaillée, trop numérique. Nous voulons quelque chose de vrai palpable. Je te parle pas de technique, moi je te parle d'approche d'une mythologie en fait, c'est-à-dire que d'être sur des rails complets, en fait finalement d'être sur un récit qui sorti de l'eau et finalement, alors je suis désolé hein, mais moi je l'ai perçu comme ça, très convenu finalement, complètement sur des rails d'un genre extrêmement cadré quoi. Alors si je peux me permettre juste une réaction, moi je suis pas d'accord avec toi, je trouve pas que ça soit convenu parce que justement tout l'intérêt du film c'est de reprendre tout ce qu'on connaît par cœur de la maison hantée et de le voir sous un autre angle parce que sous l'eau, ça prend une dimension différente. Alors je suis d'accord, mais je trouve ça... Quand les personnages, quand ils arrivent aux abords de la maison et qu'ils se retrouvent devant cette grille immense, ces scènes, on l'a vu dans des centaines de films, sauf que là, ils n'ont pas escaladé, ils n'ont pas cherché où se faufiler, ils ont juste à sauter par-dessus. Quand ils doivent courir parce qu'ils se font courser par une entité quelconque à l'intérieur de la maison, c'est pas la même vitesse, c'est pas la même dynamique parce qu'ils sont dans l'eau, leurs mouvements sont pas les mêmes. Et pour moi, c'est ça qui fait l'intérêt du film et qu'il soit sous l'eau. Et finalement, rajouter une dimension différente en mettant un Cthulhu ou autre chose, ça déplacerait l'attention sur... Moi, j'ai une frustration là-dessus, mais peut-être que du coup, enfin voilà, que ce qu'a dit Clémence, c'était une intention en fait de votre part. C'était ma question. Moi, j'aime Clémence. et elle devrait avoir son podcast, toute seule. C'est son podcast. Non, mais sans vous. Ah, d'accord. Non, en fait, non, mais oui, mais enfin, évidemment que tu prends le film au sec et ça devient un film de maison hantée assez classique. Mais nous, justement, c'est ce que vient de dire Clémence, c'est ce qui nous amusait. Vous l'avez déjà fait en vrai, en plus. On l'a déjà fait, mais sous l'eau, effectivement, tout est différent. C'est-à-dire que ce qui est devenu un archétype au sec, tu vois, devient amusant, intéressant, devient. Oui, tu vois, c'est-à-dire qu'une porte qui s'ouvre toute seule, tu vois, tu vois, tu peux limite plus faire ça dans un film au sec. Mais sous l'eau, d'un coup, tu vois, il y a un truc, tu vois, il y a une étrangeté naturelle de par l'élément, ou un grincement, ou un piano qui joue tout seul. Enfin, tu vois, c'est des figures hyper classiques de la maison hantée, quoi. Et pourtant, tu vois, il y a un truc justement, sous l'eau, ça devrait pas se passer comme ça. Tu dis, mais attends, mais non. Enfin, tu vois, il peut pas y avoir un courant d'air, un courant sous l'eau, bon non, tu vois, et puis le piano qui joue, enfin. D'un coup, ça rajoute un niveau de réflexion dans la tête du spectateur, de dire attends, qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça du coup, et en fait pour les fantômes c'est pareil, c'est-à-dire que nous on trouvait ça en fait, c'est l'histoire aussi du film, hein, c'est-à-dire que la maison on a choisi de ne pas la faire complètement pourrie, décrépite et tout parce qu'il y a une espèce d'entité donc maléfique qui la conserve et donc pour nous c'était pareil pour les fantômes, c'est-à-dire qu'on souhaitait qu'ils aient l'apparence la plus normale possible et en fait nous on trouvait ça flippant et on se disait mais putain en fait c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est comme si vraiment la maison n'était pas sous l'eau, elle est comme si ça avait pas bougé, tout était figé et on se dit putain mais avoir quelqu'un sous l'eau normal
totalement, qui est pas justement un monstre, un zombie, tu vois, pourri, qui est plus attendu finalement. D'un coup, tu sais, t'as un mec normal qui est là, qui est sous l'eau, et il te regarde, tu vois. Putain, mais moi, je me chie dessus, quoi. Tu vois, je me dis, non, mais vraiment, tu vois, il y a un mec qui est là, et là, pour lui, c'est normal, il est sous l'eau, quoi. Donc, il y a un truc qui va pas, en fait. Et donc, nous, c'était ça qui nous intéressait. C'était vraiment ce côté du décalage, de l'étrangeté, quoi. Du truc, ça devrait pas être comme ça, tu vois. Il y a un truc de pas naturel. Et quand tu dis, tu vois, et vous parlez de Cthulhu, de Lovecraft et tout, Lovecraft, c'est pas que Cthulhu, quoi. Tu vois, non, bien sûr, évidemment. Les rats dans les murs, voilà, et c'est aussi ça. Et c'est aussi ce côté de ton quotidien devient étrange. D'un coup, t'entends une musique qui va t'obséder, qui va devenir un truc qui te met mal à l'aise, ou d'un coup, ta maison qui était ton environnement naturel, tu vois, va te paraître menaçante, et tu vas entendre des choses, et tu vas voir des choses que tu ne voyais pas. Et donc, du coup, c'était plus dans cette continuité de Lovecraft qu'on t'inscrivait, plutôt que dans les grands anciens, et le côté... Toutefois, on en revient quand même en fait au truc où c'est des fantômes très français, quoi. Alors c'est quoi la Steph des fantômes très français? Qu'est-ce que c'est que ce nationalisme? Ils ont pas apéré une baguette sous le bras. Bah pas loin. Parce que la maison, c'est quand même la maison de partie de chasse en Sologne, hein, j'ai reconnu, c'est bon. C'est vrai. Quel bel hommage à Brigitte. Et surtout, en fait, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est en plaisantant à moitié, en sortant du film, j'ai dit c'est un chabrol sous l'eau, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté très... et c'est pas, évidemment pas que les personnages, mais j'entends vraiment toute la famille en fait, qui est sous l'eau, enfin, cette maison familiale. Et ça renvoie à un type de cinéma français très spécifique que les Américains ou les audiences internationales ne peuvent pas du tout... Mais je sais, mais en fait, que les Américains ne peuvent pas comprendre, en fait. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas du tout dans leur optique, cette vieille maison avec le vieux fusil au-dessus du truc. Ouais, mais c'est justement... bah voilà, c'est ça qui est cool. Non, mais c'est intéressant. Bah oui, c'est cool, mais je voulais que vous en parliez, c'est pour ça que... Ah bah c'est notre identité. C'est-à-dire que, tu vois, nous, on se considère pas comme des... Enfin, tu vois, on se considère comme des réalisateurs français, pour le coup. Vraiment, sans revendiquer que des Français, monsieur. Non, mais vraiment, tu vois, et c'est aussi pour ça qu'on s'est battu pour que le film se passe en France, parce qu'au début, quand on a commencé à l'évoquer avec Clément, tout début, hein, ça devait se passer en Louisiane, tu vois. Donc là, pour le coup, on était parti sur un autre délire, c'était une maison du Ku Klux Klan, tu vois, donc c'était comme ça, hein, dans du brainstorm entre nous, la prod, etc., quand vraiment ça devait être 100% in English. Donc, et après, donc, on a changé notre fusil d'épaule pour X raisons. Mais, et donc, quand on est revenu, entre guillemets, à nos racines, c'est-à-dire la France, et bah ouais, bah, ça induit que nos fantômes, comme tu disais, allaient forcément être influencés par notre culture, qu'on estime, nous, notre culture française, entre guillemets. Et donc, et forcément, par tout un pan du cinéma français qu'on idolâtre, Chabrol en premier. C'est-à-dire que on s'est jamais caché d'être des fans absolus de Claude Chabrol. Pour X raisons qu'on n'a pas le temps de développer. Si tu veux, on fera un podcast spécial Chabrol. Mais il y a des trucs mortels, hein, Steph. Hein. Non, mais certes, j'ai pas dit le contraire. Mais en tout cas, et d'où cette identité très marquée, campagne, un peu bourgeoise, province, et par la maison, évidemment, qui est le personnage principal pour nous, la maison. Hein, tu vois, c'est pour nous le héros, entre guillemets, du film. Enfin, c'est la maison, d'où le titre. Hein. C'est ce qu'on veut voir, c'est ça, c'est la Deep House. Et les habitants sont presque un bonus, tu vois. Et donc ces habitants, ces fameux habitants qui, c'est vrai, sur le papier, c'est comme tu dis, t'as totalement raison, c'est du bon gros franco-français de province. Donc on voulait vraiment les voir comme des, tu sais, un peu des fins de race décadente, bourgeoisie de province, comme Chabrol l'a toujours dépeint finalement. Tu vois, avec ces gens... où tu sens que, un peu à la Twin Peaks, hein, attention, c'est une façon de parler, mais ça rejoint finalement le même discours. C'est sous le, voilà, Burton des belles années, c'est-à-dire que sous le vernis, du côté un peu irréprochable du notaire de province, à côté, bah, ça peut être soit des partouzeurs, des pédophiles ou des satanistes, et oui, ça, on kiffe. Il n'y a pas de fellation sous la table comme dans Partie de chasse en Sologne, que je connais très bien. Ouais. Ah, mais vraiment, hein, bizarrement, c'est un de mes Brigitte l'avait préféré, mais finalement, mais c'est pas loin non plus. Et tu vois, et ça fait partie, en tout cas, tout un pan du cinéma que nous on adore. Comment ça s'est fait du coup ce retour du coup en France? C'est vous qui avez dit ça du coup à votre prod qui a dit non mais faut qu'on revienne en France ou écoute, non, je pense honnêtement, c'était il y a assez longtemps maintenant. Je me souviens plus vraiment des détails pour être honnête, Julien, mais je pense que ça a été un moment une décision de prod de se dire attends, c'est galère. En plus, nous on tournait un autre film en parallèle qu'on préparait, qu'on a tourné qui s'appelle Candy Chat. Mine de rien, ça. On faisait en parallèle le tournage de Candy Chat et après en soirée la prépa de The Deep House.
Donc, tu vois, on avait des journées mais de psychopathes, quoi. Mais on faisait du 7h à 1h du mat, 2h du mat. Mais ouais, je crois que c'était pour des raisons, en fait, purement après de production. De se dire, putain, les gars, s'il faut se déplacer en Louisiane, etc., ça va remettre un billet. Après, évidemment, les mecs, ils font aussi des plans de business. Il y a le crédit d'impôt. Il y a aussi un crédit d'impôt très sympa en Belgique. Qui fait que, bah, écoute, finalement, les mecs, ils se sont dit, non, faut qu'on tourne en Europe, donc faut qu'on tourne pas loin de chez nous. Après, on a fait le tour aussi des bassins. Tu vois, mine de rien. Et les bassins de cinéma, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns de très connus, mais qui sont en très mauvais état. Il y en a qui sont loués à l'année, comme Pinewood, où tu vois, où pour y aller, tu fais, attends, mec, ouais, mais il y a 4 James Bond avant toi, il y a Indiana Jones, il y a ce que tu veux, j'en sais rien. Et il y en a un qui venait d'ouvrir à Boyana en Bulgarie, là où on a tourné les Orfesses. Donc on l'a aussi envisagé, mais pour se rabattre sur la Belgique. Donc tu vois, et forcément ça induit, ça a des répercussions sur le film, sur le côté artistique. C'est-à-dire le fait que tu vois, le fait que les mecs après nous disent finalement on va pas tourner en Louisiane, on va se rabattre en Belgique. Donc nous tu vois on se dit putain, je parlais par rapport à l'Europe de l'Est, c'est que le sous l'eau. Tu vois, mais très vite après on est revenu en fait à cette configuration de se dire non, faut que ça soit en France, etc. Mais ce qui nous a pas frustré, hein, tu vois, parce que c'était un autre délire. En tout cas si le film s'était déroulé aux États-Unis, mais voilà. C'était quoi vraiment la question là? On parlait des références des fantômes, on parlait de ces trucs-là, parce que c'est vrai qu'on peut, en fait, finalement, on peut faire tellement de choses différentes avec ce concept-là, que voilà, vous avez votre approche évidemment, mais c'était juste, voilà, bon, finalement, on a répondu aux références, hein, je pense que c'était assez clair, quoi. J'aimerais bien qu'on parle un peu de Candy Shah, par contre, du coup. Puisque t'as pas l'air d'en qui a été tourné déjà. Bien sûr, on l'a tourné avant. Ouais, et qui va sortir le 29 juillet là en VOD. Après il sort en Blu-ray DVD à la rentrée. C'est vrai, Candy Shah. Ouais, c'est le mois prochain. Directement en VOD. Ouais. Alors le film devait sortir, était vraiment à pâti des 2 confinements en fait. C'est-à-dire qu'on était confinés la première fois, on était en tournage de The Deep House. Et il nous restait 2 jours de post-prod sur Candy Shah, qu'on menait en parallèle. C'est-à-dire, quand on tournait Deep House, nous, après le soir, on allait en post-prod de Candy Shah. C'était centralisé en Belgique, donc ça, c'était plutôt cool. Donc, on faisait des journées de tournage ou de prépa de ouf sur The Deep House. Et le soir, on allait à l'autre bout de Bruxelles, chez l'autre compositeur, pour travailler sur la musique de Candy Shah. Même un jour, on a dû splitter. Julien a dû partir à Paris pour l'étalonnage, alors que moi, je tournais sur Deep House. Donc c'est l'intérêt aussi d'être 2. Donc c'était assez bordélique. Et il nous restait un jour d'étalo et un jour de mixage qu'on n'a pas pu faire à cause du premier confinement, qu'on a fait qu'après. Et après, le film devait sortir dans la foulée en octobre. Et il s'est pris le 2e confinement et la 2e fermeture des salles dans la gueule. Donc après, SND ont un peu tout gelé. C'était un peu la panique à bord. Et là, ils ont revu leur plan d'attaque, hein, toi, comme beaucoup de distributeurs. Hein. Les cartes ont été totalement rebattues en moins d'1 an. Et pour opter pour cette sortie en VOD dans un premier temps, mais ce qui nous va nous très bien, dans le sens où ce qu'une envie, c'était que le film soit vu. Tu vois, on est tellement dans une époque un peu bizarre, entre guillemets, que tu vois, à un moment, on a juste flippé de se dire, mais ça se trouve, le film va jamais sortir, quoi, tu vois, ou on voulait pas qu'il reste sur une étagère. Donc le film va être exploité, certes, on aurait préféré qu'il ait une sortie sale. Bah, comme tout le monde, on n'est pas, tu vois, bien sûr. Mais à l'arrivée. On est content parce qu'il y aura au moins un support physique du film, une vraie distrib derrière, la VOD, ça marche, mine de rien. Surtout que c'est un film qui s'y prête, enfin du moins on le pense. Alors nous on l'a pas vu, mais tu veux peut-être le pitcher un peu vite fait, puisque ça sort en même temps finalement. Un mois plus tard. Un mois près quoi. Ouais, effectivement, ils sortent quasiment en même temps. En fait, c'est un film qui est basé donc sur la légende d'Aïcha Candy Shah, qui est une légende marocaine et qui est en fait une succube qui est l'équivalent de la Dame Blanche pour nous en Europe, même un peu plus largement dans le monde. Et en fait, c'est vraiment basé sur une histoire vraie, en fait, d'une femme qui a été persécutée. Je vais pas rentrer dans le détail, mais pendant l'occupation portugaise. Et donc qui en fait séduisait les soldats pour les attirer et les tuer ou les faire tuer par ses complices. Et donc en fait avec le temps elle était donc
passer d'une figure de la résistance à finalement à une espèce de créature un peu maléfique. C'est une histoire qu'on raconte donc aux enfants pour leur faire peur et donc leur dire attention, si t'es pas sage, Aisha Kandisha va venir te chercher, etc. Et donc sa particularité, c'est que c'est une femme qui est proche de la sirène, c'est-à-dire qu'elle est très très attirante et très séduisante jusqu'aux hanches. Où en fait là elle a des pattes de bouc ou des pattes de chameau, ça dépend un petit peu des régions et tout, mais en gros elle est moitié animale, moitié humaine. Et donc nous notre histoire, ça se passe dans un quartier d'une cité et c'est l'été, il y a 3 copines en fait qui invoquent Aisha Kandisha sans y croire réellement. Et en fait, elle apparaît et le truc, c'est que elle doit tuer un certain nombre d'hommes. Elle ne tue que les hommes. Et donc, elle se met à tuer les hommes de leur entourage. Donc, sans discernement. Et donc, elles vont essayer d'enrayer le processus maléfique, quoi. D'accord. Et on la voit un peu cette créature comme ça, sans spoiler, je veux dire forcément, mais on la voit dans cet angle, de cette manière. Tout dont à tu l'as fait. décrit, là. Nous, en fait, on est comme on a toujours envisagé tous nos films, c'est-à-dire que nous, on montre les choses, quoi. C'est-à-dire que, justement, t'en parlais dans un podcast il y a pas très longtemps de Stephen King qui disait est-ce qu'on ouvre la porte ou non. Vous l'ouvrez grand, quoi. Nous, on met un coup de latte dedans. Et voilà. C'est et donc, ça. C'est bien, c'est très bien. Voilà, moi, et comme tu disais, tu vois, bon. Fusil à pompe. Et comme tu disais, des fois, on voit la fermeture éclair du monstre, mais au moins, voilà, on a le mérite d'avoir voulu le montrer, quoi. Ah bah, tu vas le voir. Tu vois, et donc. La fermeture, le monstre. C'est un vrai film de monstre. D'accord, très bien. Voilà, et on l'assume complètement et elle est tangible, c'est une vraie créature. Mais je pense que c'est notre film Kandisha le plus généreux en termes d'effets spéciaux. C'est un film qu'on a. Ah ouais, c'est un vrai slasher. Vous avez bossé avec qui du coup là-dessus Avec Afonso toujours. D'accord. Avec Olivier Afonso et c'est un film qui a une logique de slasher. Hein, tu vois, nous on reste, tu vois, dans nos petites lubies et obsessions où c'est vraiment ce faune qui vient en cité démastiquer des mecs. Et on s'est éclaté parce qu'on a tout fait en live aussi. On a fait plein de scènes de meurtre sur le plateau parce que nous on est des fous furieux amoureux des effets pratiques. Le lapsus, hein. Et c'est faux numérique. Non, je l'ai pas dit. Et t'es vraiment un salaud. Hein. Ah oui, tu vois, il m'a déstabilisé. T'as vu comment il fait? T'as vu ces techniques là. Et donc voilà, en tout cas, peut-être qu'on pourra se retrouver pour faire un prochain un épisode 2 sur Kandisha. Mais quand vous voulez, hein, les gars. Mais en tout cas, nous, c'est un film dont on est très fiers. Et donc c'est français, vraiment. Totalement français. On est en français. Bien sûr. Et quoi comme budget du coup là vous êtes c'est 2,6 millions. D'accord. Oui, ça va. C'est le budget. 2,6 millions, c'est le budget qui arrive. Si t'es un peu malin, c'est le budget lambda d'un French Fryer. Tu vois, c'est le terme un peu chelou là. Oui, mais c'est pas la misère totale. Non, on a eu Canal, SND, tu vois, on était plutôt pas mal. Ça va, tu vois, mais ça reste quand même, tu vois, pour faire un film de créature avec un body count de 10 mecs, avec des cascades, avec des mômes, tournage en cité la nuit. Non, mais bien sûr. Avec de la pluie, avec une vraie mise en scène, il y a du stead, on a des drones, on s'est fait chier sur Kandisha, mais tellement fait. Vraiment, on l'a tourné en 25 jours. Et 25 jours, c'est pas long, tu vois. Donc, à un moment, on était sur 3 équipes, c'est-à-dire, moi, je prenais une équipe, Julien, il prenait une équipe. Après, on prenait le premier assistant, on lui fait ok, on lui faisait des shot lists, on lui filait une caméra, tu fais ça. La nuit, parce qu'on était tellement timés, il fallait rentrer, mais tellement le plan de travail, il était intenable sur Kandisha. On s'est dit, mais comment on va rentrer ce truc? Donc tu vois, on avait un peu de moyens, mais finalement, ça restait quand même ric-rac. Tu vois, pour donner juste un ordre d'idée là-dessus, Julien, qui nous a fait bondir après avec Julien, c'est on sort de Kandisha à 25 jours de tournage, donc 5 semaines de tournage. On arrive en montage avec Baxter, toujours. Et là, tu vois, donc le montage, c'est cool, tu vois, t'as moins la pression, t'as rentré le film, bon. Et là, tu vois, on était à la cool un jour, je me souviens, et puis il y avait des archives, tu vois, dans la salle de montage où on était, et on tombe sur le plan de travail de Tanguy 2. Tanguy 2, qui est pas non plus, tu vois, en termes de mise en scène et d'enjeu à l'image, un film, vieux, tu vois. Ça, en plus, ça existe. Oui, ça a quelques années maintenant, Tanguy 2, donc de Diane Châtillaise. Mais Châtillaise est connu justement pour avoir des plans de travail monumentaux parce qu'il est hyper perfectionniste. Perfectionniste, mec, il a fait en 45 jours. Ah ouais, on a vu 45 jours, mais les gars, on fait 2 films en 45 jours. Mais The Deep House a mis moins de temps à le faire. Il est connu pour faire des. Et moi, je l'ai vu Tanguy 2, tu vois. Non, mais c'est ce que je veux dire. C'est pas James Cameron, justement. Tu dis que le mec, ok, il peut être perfectionniste et prendre du temps parce qu'il fait des trucs, il invente des trucs, il fait des trucs de gueudin.
Mais là, on était sur du champ contre champ dans de l'appartement, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu fais, qu'est-ce qu'ils font ? Mais je sais qu'il est connu pour ça, quoi. Enfin, bon, je savais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je retiendrai, c'est qu'Étienne Châtillès n'est pas James Cameron. Donc, Étienne Châtillès, Del Toro, machin, voilà, il s'est fait plein de copains. Non, mais Del Toro, on adore, hein. Non, c'est juste un bémol sur le fantôme qui, moi, selon mon sens, aurait été mieux sans ajout numérique. Et moi, je voulais quand même poser une question parce qu'on arrive vers la fin. Enfin, je vais pas. Il y a une fin. Truc. Non mais moi, je vous ai vu. Il y a de la bande. Comment ça se passe là ? Je vous ai vu bosser du coup sur à l'intérieur. Enfin, on vous suit depuis à l'intérieur en tant que duo et tout. Là maintenant, vous avez fait un paquet de films et tout. Comment ça a évolué entre vous deux en fait depuis ? Parce que ça a l'air de fonctionner super bien. Ça. En fait, ils ont un troisième frère siamois. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que en plus toi, Alex, quand t'étais arrivé sur à l'intérieur, enfin Julien, t'avais un peu plus d'expérience qu'Alex là-dessus et tout. Je pense que ça s'est rééquilibré tout ça, mais je pense que peut-être que les rôles que vous attribuez ont peut-être changé ou alors se sont affermis. Enfin, ce serait peut-être intéressant d'avoir justement votre point de vue sur comment votre relation de travail elle a évolué en fait au fil du temps, quoi, au bout de cette filmographie qui commence à être fournie, mine de rien. 6 longs métrages quand même. Ouais, c'est pas rien. C'est pas mal en 15 ans. Hein. Ouais, surtout pour des films de genre français. Des films de merde. Non, mais justement parce que mine de rien, il y a aussi ce truc de cette idée de survivre en fait dans ce système en fait qui est compliqué quand même, quoi. Oui, là quand même vous en avez laissé un paquet sur le carreau depuis, quoi. Et on en est triste, hein, tu vois. C'est malheureux. Parce que je parle de cinéastes. Enfin, il y en a pas beaucoup qui tiennent aussi longtemps. Bah ouais. Alors en ce qui concerne notre duo, c'est simple, tu vois. Julien, c'est mon meilleur ami. Enfin, c'est naturel en fait, tu vois. C'est pas un rapport de travail qu'on a tous les deux, c'est un rapport que tu as avec ton meilleur pote en fait. Où tu vois, où la base de notre amitié c'est se marrer en fait, parce qu'on adore rigoler. On aime rigoler. Mais c'est vrai. Non, mais tu sais, par exemple, il y a des mecs qui nous regardaient sur le tournage de Deep House, ils ne comprenaient pas parce que dès qu'il y avait un temps mort, on jouait à Terminator. Tiens, Julien, c'est Karl. On fait Karl. Mais ouais. Et puis tout de suite. Et moi, je suis T-1000, tu vois, genre plus fin, tu vois. Et on fait des combats de Terminator. Donc, et les gens nous regardent, je dis, oh les Golemons. Mais tu vois, mais vraiment, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font les deux là ? Il y en a qui marchent. Et on se pourchasse vraiment comme ça, tu vois. On fait vraiment des. Bon, les gars, faut finir là. Ça devient gênant là. Non, tu vois, je me rappelais pas que vous étiez aussi à la cool sur à l'intérieur. Non, ça c'est venu. Vous avez. Sur le tournage, on est toujours très à la cool, ce qui veut pas dire qu'on est en dilettante. C'est-à-dire que pour nous, le tournage, en fait, tu vois, enfin même tout, c'est-à-dire de A à Z, de la prépa à la fin de la post-prod, tu vois, c'est déjà c'est une chance de faire du cinéma, d'en vivre, donc on va pas faire la gueule non plus. Et pour nous, c'est un travail d'équipe en fait. Tu vois, nous, on se considère pas du tout comme des génies, mais au contraire comme des gens qui allons voir des gens plus doués que nous pour nous aider à concrétiser nos visions un peu tarées, même nous canaliser parfois, comme on a pu l'être par exemple sur Candy Shah où on a travaillé. Ça, on en reparlera peut-être, mais avec un producteur qui était également scénariste, qui est Guillaume Lement. Et je pense que ça va peut-être avoir une influence sur Candy Shah. Parce que tu vois, je pense que, comme tu le disais, tu me l'avais souvent dit avec justesse, hein, Steph, là où le bas blesse dans notre cinéma, c'est souvent le scénario, parce que, tu vois, on est un peu en mode freestyle et qu'on écrit pour nous-mêmes, parce qu'on n'a pas de proposition française. Ou du moins, depuis un certain temps. Maintenant, bizarrement, ça se décante, là, mais bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, notre relation, je pense qu'elle a évolué sans changer, en tout cas. C'est-à-dire que moi, oui, effectivement, j'avais moins de bagages techniques que Julien, mais j'ai appris aussi au fur et à mesure. Et après, maintenant, ça fait que à l'arrivée, tu vois, il n'y a pas un plus technique que l'autre. En fait, on est totalement complémentaires. Surtout, tu vois, c'est-à-dire qu'on va autant parler aux acteurs qu'aux chefs-op. Et puis, on se prépare beaucoup aussi en amont. Tu vois, et aussi avec notre chef-op et notre premier assistant, c'est-à-dire que très vite, c'est les pièces maîtresses, tu vois, du truc, et le chef déco aussi, beaucoup. Et donc, on prépare beaucoup comme ça en amont, mais d'une façon harmonieuse, dans un mood cool, parce que, tu vois, c'est quand même super cool de faire du cinoche. Tu vois, donc, et nous, on a envie que les gens soient heureux sur nos plateaux, qu'ils viennent pas la boule au ventre, parce que, tu vois, sur plein de tournages, il y a les dictateurs, hein, et tu vois, mettre la pression aux gens, c'est pas du tout notre façon de travailler. Et donc on essaie la bonne ambiance qu'il y a entre Julien et moi, qui est pas du tout simulée, parce que sinon je pense qu'au bout de 15 ans, tu continues pas ensemble en fait, tu peux pas tenir, surtout dans un métier pareil. Et fait qu'on veut répercuter la bonne humeur qu'on a tous les deux,
sur le reste de l'équipe, qui fait que après, les gens, s'ils sont bien détendus à la cool, vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Avec vous. Voilà. Non, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a, ça fait donc 15 ans qu'on travaille ensemble, et donc on a mis en place, j'ai l'impression qu'on a grandi en tant que réalisateur ensemble. C'est-à-dire qu'on a appris ensemble. C'est-à-dire que quand tu dis que j'avais un peu plus d'expérience, j'avais 3 fois rien. C'est-à-dire que j'avais fait des cours autoproduits avec mes potes et mon frère, tu vois. Et donc, oui, j'avais fait une école de ciné et tout, mais en fait, on a vraiment appris ensemble, quoi. C'est-à-dire que c'est sur à l'intérieur qui a été hyper formateur pour nous. Et effectivement, tu vois, tu as ce souvenir-là parce que, tu vois, l'ambiance était cool, mais c'est vrai qu'on était stressé, on n'en menait pas large, on avait storyboardé l'intégralité du film et tout. Enfin, tu vois, on voulait pas merder, quoi. Tu vois, on savait que c'était une chance énorme et qu'il fallait pas se planter, qu'elle n'était pas donnée à tout le monde, que, tu vois, il y avait, sortant d'une école de ciné, tu vois, on avait côtoyé des gens, voilà, qui tu vois, tout le monde rêvait de faire ce qu'on faisait, quoi. Et donc, on s'est toujours senti hyper privilégié, en fait. C'est-à-dire que ni Alex ni moi, on vient d'une famille de cinéma, quoi. C'est-à-dire que voilà, nos parents n'ont rien à voir, on connaît pas du tout ce milieu, et donc on connaît, du coup, on mesure encore plus la valeur de ce qu'on a, quoi, et de la chance qu'on a tous les matins de se lever et de se dire putain, mais on fait le métier de nos rêves, quoi, dont on rêvait gamin, réellement. Qui peut dire ça, quoi? Donc du coup, même sur le tournage de Leatherface. Non, mais vraiment, le tournage c'était super, hein, on s'est éclaté, quoi, tu vois. Et du coup, c'est ça. On se dit, mais attends, on n'a pas le droit de se plaindre, tu vois, et on n'a pas le droit d'être d'imposer les choses aux gens. Quand les gens le font, travaillent avec nous, travaillent entre guillemets pour nous, c'est vraiment qu'ils ont envie et qu'on a réussi à leur communiquer notre vision du truc et qu'on les emmène tous ensemble, et tu vois, et on est plus des agglomérateurs de talents, tu vois, que des réalisateurs, tu vois, dans notre tour d'ivoire, tu vois, comme on peut avoir le cliché à la Kubrick, j'en sais rien, tu vois, de dire moi je contrôle tout, il faut que tout soit exactement comme. Non, nous on est preneurs des idées, on dit mais attends, mais nourrissez-nous, tu vois, ok, on n'aime pas, on aime bien, pas de problème, on en discute. Et donc du coup, c'est dans cette énergie-là, enfin nous comme dit Alex, nous on travaille beaucoup en amont pour justement pas arriver sur le plateau et avoir des doutes, tu vois, et à discuter entre nous, faire merde, c'est quoi le plan d'après ou je sais pas quoi. Non. Vous engueulez. Non mais voilà, mais ça c'est une image qu'on peut pas se permettre de donner quand on est deux, tu vois, le doute, tu vois, de se dire bah merde, il va falloir trouver une solution. Alors oui, si on trouve des solutions sur le plateau, bien sûr, mais en tout cas, quand on arrive, on a déjà, nous, on s'est déjà préparé aux problèmes qu'on pouvait anticiper. On sait qu'il y aura ceux qu'on ne pourra pas anticiper, mais en tout cas, voilà, du coup, on sait qu'on est sur la même longueur d'onde et on sait qu'on peut du coup se séparer et qu'on se dit, oui, moi j'ai entièrement confiance en ce qu'il va dire et Alex en ce que je vais dire. Et donc, tu vois, et même si on se fait en permanence, on communique en permanence et on se dit, voilà, tu vois, j'ai dit ça, on est d'accord toujours, ouais, ok, on est d'accord, etc. Donc, non, c'est une méthodologie de travail qui est franchement, qui est idéale. On n'a pas envie de. Voilà, et qu'on n'a pas envie de changer, hein, parce que tu vois, nous on a énormément de potes issus de la première vague, tu sais, fameuse French Fryer là. On est très potes avec Xavier Jans, on est très potes avec Fabrice Duvels, avec Pascal Logier, etc. Et on se demande tout le temps, mais comment ils font pour supporter la pression de ce métier qui est quand même sans pitié dans l'absolu, tu vois, on fait tout seul. Et c'est aussi notre force, c'est-à-dire que en fait, notre carrière, c'est 95% d'échecs. C'est-à-dire qu'on se mange en permanence des murs. Tu vois, si on a réussi à faire 2 films back-to-back, là, c'est qu'on avait signé 8 projets. Signés, développés, payés. C'est-à-dire qu'on avait 8 projets chez 8 producteurs différents. On le savait. On multiplie nos chances, en fait. Parce qu'on sait très bien que sur les 8 projets, la moitié allait se casser la gueule, l'autre allait pas se faire ou allait mettre remisé dans des placards. Et si on veut travailler, faut qu'on fournisse déjà des envies chez les producteurs. Et avec Julien, c'est ce qu'on fait en permanence. C'est-à-dire qu'on multiplie entre guillemets les projets pour être sûr au moins de tourner pas tous les 5 ans. Et tu vois, là, ça a porté ses fruits parce qu'on a réussi à faire 2 films back-to-back. Et c'est ce qu'on continue à faire actuellement, sans mettre une échelle sans mettre une échelle de valeur pour les projets, c'est-à-dire on n'est pas là à pipoter les prods, c'est-à-dire que quand on s'engage, c'est que ça nous plaît vraiment. C'est pas genre on emmagasine plein de trucs puis on verra ce qui popera le premier. Non, c'est vraiment des trucs qui nous tiennent à cœur et qu'on a pour la plupart écrits en plus, voire même tous. Et c'est aussi ça la force d'être à deux, c'est qu'on abat plus de boulot aussi, c'est-à-dire qu'on fait presque les 3-8 des fois, c'est-à-dire que moi, tu vois, on est presque ouvert de 7h du mat à 4h du mat.
Tu vois, t'as un petit laps de... On est joignable, on répond très vite aux mails, on bosse en permanence. Tu vois, donc nous, on est... tu vois, il y a l'inné et l'acquis, on l'a toujours dit. Tu vois, il y a des mecs dans le cinéma comme dans d'autres arts qui ont l'acquis, enfin, qui ont l'inné, pardon, c'est-à-dire ils sont doués naturellement, c'est des génies, etc. Il y en a. Nous, on se considère absolument pas comme ça, et notre premier film le prouve, qui est bourré de défauts. Nous, on peut plus revoir à l'intérieur aujourd'hui. Même si on a beaucoup d'affection pour le film, mais on est là en termes de mise en scène et tout, dire, ah, putain, mais on le referait maintenant. On atomiserait ce qu'on a fait. Vraiment, on le pense vraiment. Mais donc pour nous, c'est l'acquis, c'est-à-dire qu'il faut travailler pour progresser. Et c'est pour ça aussi qu'on aime être confronté aux mauvaises critiques. C'est-à-dire, on se dit, les gens sont intelligents. Tu vois, si un mec n'aime pas, c'est qu'il y a une raison, et cette raison, moi, j'ai envie de l'entendre en tout cas. Tu vois, par exemple, il y a Je préfère quand même Clémence. Il y a un journaliste là, qui a détesté The Deep House. Vraiment. Hein. Et donc, du coup, on l'a contacté. Il y en a un, quand même. C'est pas toi. Tu m'avais dit que j'étais le seul. Depuis, il y en a un autre, mais encore plus véhément que toi. Et pour le coup, on l'a contacté, mais vraiment, tu vois, sans aucune arrière-pensée de comment ça t'aime pas, mes couilles. Non, vraiment, ton avis nous intéresse parce qu'on sait que dans son journal, on va être bazardé en un demi-feuillet et il va dire, ouais, c'est de la merde, on s'en branle. Mais du coup, nous, on dit, dis-nous pourquoi c'est de la merde, parce que du coup, vu que tu as un cinéphile très averti, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi, mais tu trouves ça nul. Et c'est notre façon à nous de progresser. Tu vois, en tout cas, Ça t'aide vraiment, ça. Bien sûr que ça m'aide. Tu vois, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on travaille avec Baxter. Parce que Baxter, il est sans pitié. C'est-à-dire que Baxter, il te regarde, il dit, c'est de la merde, les mecs. C'est de la merde. Vous êtes des nuls. Et tu vois, et il dit, ok, et maintenant, comment progresser ? Et tu vois, nous, en tout cas, on n'a pas d'ego à ce niveau-là. Tu vois, on est vraiment, parce que justement, quand tu as un mec comme Baxter, moi, que je considère personnellement comme peut-être le meilleur monteur actuel sur le marché en termes de cinéma de genre, en tout cas, tu regardes les films d'Aja, c'est monté au cordeau. Ouais, tu regardes ce qu'il a fait sur Maniac, c'est hallucinant, parce qu'il faut savoir que Maniac, il y a eu un premier cut qui n'était pas celui de Baxter. Et c'était un autre film, c'est-à-dire que les mecs n'arrivaient pas à le monter. C'est-à-dire qu'il y avait les rushs qui étaient à la fois génial et complètement... Ce qu'il a fait sur Deep House, c'est hyper étonnant. Moi, je trouve que c'est le film le mieux monté de tous vos films. Et voilà. Et Baxter, par contre, lui, nous a jamais ménagé. C'est-à-dire que... Et c'est ce qu'il fait aussi avec Aja. Et c'est aussi pour ça qu'Aja le garde précieusement. C'est parce qu'en fait, c'est précieux la vie de gens où il n'y a pas de côté faux cul, c'est génial. Un peu comme les Américains, ils font « Ouais, great. Pour tout ce que tu fais, tu chies par terre. Ouais, c'est super. » Tu vois, alors que là... Non, mais c'est ça sur les Orfesses. Hein. Les mecs disent, ouais, c'est super. Et parce que les prods qui nous ont culés sur les Orfesses, ils voyaient les rushs, ils venaient sur le tournage, ils disaient, ah, great. Puis après, ils t'enculent. Tu fais, mec, encule-moi direct. Comme ça, après, je préfère à la rigueur. Tu vois ? Et au moins, tu vois, et on a ce rapport avec des mecs comme Baxter qui fait que. Non, mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que, tu vois, Steph, quand tu nous dis, moi, j'aime pas vos films, mais ça remet pas en relation notre amitié, comme avec Arnaud, c'était exactement pareil, comme avec Rafik, qui doit pas en penser moi. Rafik, tu vois, je pense qu'il a dû regarder 10 minutes d'intérieur, il a fait, bon, les gars, moi, je vais pas faire. Rafik, il l'a vu avec moi en salle. Il a dû vomir. Mais il l'a vu avec moi en salle. Non, mais tu fais que, voilà, quand c'est un bienfait, la critique, on a été tous critiques autour de cette table à dézinguer des films dans Mad ou ailleurs. Donc c'est déjà un juste rejour des choses. Et tu vois, c'est toujours intéressant d'avoir un retour, en tout cas, qui pourrait que te faire, entre guillemets, progresser, selon nous. D'un mec qui te dit, moi, j'aime pas, et voilà pourquoi j'aime pas. Mais je préfère quand même Clémence. Évidemment, on préfère tous le mot de la fin, parce que... C'est bien, toi, je vais être réinvité à chaque émission. Ah. Non, mais le mot de la fin, pourquoi ? On est bien, là. Pourquoi ? Parce que il y a ce monsieur derrière qui s'appelle Alain Mercier à la technique. Après, pourquoi tu montes ta montre, Alain ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus de couvre-feu. Moi, j'ai une dernière question. Dernière question de Clémence, on se calme. Et après, on parle un peu de ce qu'on a vu. 2 minutes pour répondre. Moi, j'appellerais bien Arnaud Bordas aussi. On a parlé de l'actualité. C'est quoi les projets pour la suite ? Ah. En 2 minutes. Alors, non. Sur les 8 projets, les 8 Alors, les 8, c'était... Ouais, il y en a qui sont passés à la trappe. Hein. Écoute, alors en 2 minutes, on va dire qu'on est en train de retravailler avec le producteur de The Deep House, donc Clément Miseret. Donc on est en train d'écrire un scénario pour lui. En fait, en gros, on n'aime pas trop parler des projets en détail, tout simplement parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a combien qui se font et qui existent, et donc du coup c'est toujours un peu con de dire ouais, on va faire ça, puis en fait t'en entends plus jamais parler. Donc, mais en tout cas, voilà, celui-là est bien parti, on est en train de travailler dessus. On peut dire que c'est un film d'aventure. C'est un film d'aventure, exotique. Ouais. On est plus dans donc l'horreur. vous sortez du... Un peu survival quand même. Ouais.
mais ça reste. Mon fan footage. Avec des ados qui sont dézingués. Ah bah, non, donc un truc d'aventure. D'accord. Et un transgenre. D'accord, pour te faire plaisir. Un film d'aventure. Vous voulez pas faire une comédie? Non. C'est vrai. Ce serait pas bon. Non. C'est vrai? Bah non. T'es très drôle toi, Alex. Bah non, pas très drôle, mais je te connais un petit peu moins, Julien, c'est pour ça. Non, mais je le connais un peu plus. Il y a vraiment beaucoup d'humour. Juju est super drôle. Mais non, mais en fait, toi, je pense que ça, c'est encore plus dur, quoi. Je pense que. Mais justement, c'est des gens quand même, mine de rien, voisins sur plein de trucs, notamment au niveau rythmique et tout. Bah, oh là là, t'as envie de faire caca, là? Il y a Alain qui est pas bien, là. Non, mais pour finir, je pense que la comédie, pour le coup, on s'en tirait pas à l'aise, tu vois. Et puis nous, on a envie d'être cohérent avec nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que même si on aime les comédies, notre passion, c'est avant tout le cinéma de genre, entre guillemets. Et au moins, même que t'aimes ou t'aimes pas nos films, ils sont, mine de rien, dans leur entité, ils sont cohérents, du moins selon nous. C'est-à-dire ils peuvent être schizophrènes comme on l'est à deux, parce que tu vois, mine de rien, de travailler à deux, c'est qu'on a une vision commune qui ne l'est pas finalement. C'est-à-dire on est quand même, tu vois, on a la même image en tête, mais elle sera forcément différente. On pouvait les projeter au détail près, tu vois, s'il y avait un projecteur mental. Ah ouais, en fait, toi, tu penses ça comme ça, tu vois, évidemment. Ce qui fait qu'à l'arrivée, le film, c'est quand même le croisement de deux visions identiques, mais qui ne le sont pas vraiment. Mais et donc voilà. Mais pour revenir aussi sur les projets, on développe aussi un remake d'un grand classique oublié d'un grand maître du fantastique, dont on ne dira pas plus, dont on a les droits. Donc ça, on est en train de l'écrire aussi. Et aussi, donc voilà, je te disais tout à l'heure qu'on ne nous propose pas grand-chose en France, mais là, on nous a proposé un script qu'on a accepté aussi. Donc on développe aussi, c'est un 3e projet, donc on est concrètement sur 3 projets vraiment. Donc là. Pas un truc que vous écrivez à l'origine, quoi. Ça c'est aussi une première. Là c'est un script qu'on nous a proposé clé en main, qui était je crois qu'il était sur la blacklist. Enfin bon bref, je suis pas sûr en fait. Mais qu'on développe là, et qui est super cool, et donc on a accepté. Et par contre, lequel se fera en premier, ça on ne saurait te dire à l'heure actuelle. On va conclure en rappelant que donc Kandisha, votre prochain film, sort le 29 juillet en VOD à la rentrée en Blu-ray et DVD. Et Deep House, vous pouvez le voir dès à présent au cinéma puisqu'il est sorti ce mercredi 30 juin. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Alexandre, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Merci Clémence. Stéphane, Julien, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clémence. Merci. On termine avec une annonce au cas où vous seriez passé à côté. C'est bientôt l'anniversaire de Capture Mag, 9 ans déjà. Et pour l'occasion, on vous propose une soirée spéciale. Ça sera le 3 juillet au Club de l'Étoile à Paris. On vous a préparé un programme aux petits oignons avec l'enregistrement d'un épisode de Capture Live en direct, la projection de Mort ou Vif de Sam Raimi et l'avant-première du prochain Stéroïdes. Et puis évidemment des cadeaux et des surprises. Pas dégueulasse, hein, Mort ou Vif. Et je viens direct. Ouais. Vous savez qu'on a une anecdote sur Mort au Vif. Ça veut dire qu'on mais vraiment. Ouais, tu le gardes pour la prochaine. Non, on va la dire. On va finir là-dessus. C'est que juste après l'intérieur, en fait, on a été contacté par DiCaprio pour réaliser The Orphan, qui s'appelle en français Esther. Et nous, on en reçoit le scénario, et putain, entre le scénario dément, quoi. Je viens m'appeler, c'est mortel, le twist et tout, en fait, elle a 45 ans, la gamine et tout. Et donc, on part à Los Angeles, on rencontre l'associé de Léo, mais on voulait, pour refuser le film. Mais tu sais que c'est un des meilleurs potes de Camiro, hein, de notre actrice. Elle passe Noël tous les ans chez lui. Elle joue aux cartes, là, les trucs de loup-garou, là. Tous les dimanches, ils font des parties de loup-garou avec Léo. Et bon bref, on rencontre son associé, tu vois, et pour lui dire non, écoute, on trouve le script génial, mais on n'a pas le niveau pour le faire, filez-le à quelqu'un de plus expérimenté, nous on sent trop rookie, quoi. Et on commence à parler sur DiCaprio, tu vois, et le mec, tu sais ce qu'il nous dit ? Le film que Léo déteste dans sa filmo, c'est Mort au Vif. On a fait quoi ? What the fuck? Et là, vraiment, mais ça nous a... Le mec, il a fait la plage, c'est le seul il a fait truc je sais pas combien de conneries. Et nous, on lui a dit, bizarre, c'est quand même un meilleur film que Critters 3. Ah oui. Et le mec, il a fait, tu marques un point. Le mec, il nous parlait d'Esther et nous, on restait bloqués là-dessus. Putain, il aime pas. Non, mais il aime pas Mort au Vif. Mais vraiment, on est resté bloqués. Non, mais vous conseillez aux auditeurs d'aller voir Mort au Vif. Mais ouais, bien sûr, sur grand écran, mortel. Chef-d'œuvre absolu. Venez le voir à la séance spéciale anniversaire de Capture Mag le 3 juillet prochain au Club de l'Étoile à Paris. Vous pouvez déjà dès à présent réserver vos places.
Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on a encore des surprises en stock. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés, parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. La semaine prochaine, retour à la formule habituelle. On parlera du nouveau blockbuster signé Marvel, Black Widow. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi prochain.